L'échec est une crise de conscience qui entraîne une prise de conscience. Et l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jour pour une nouvelle édition de DBS Matin. Vous connaissez déjà le principe de cette émission qui est devenu culte chez vous. Eh bien, tout au long de cette édition, nous allons décrypter l'information, car la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Et quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, quartiers et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de DBS Matin, la 4e du genre de cette semaine. Tout de suite et maintenant, nous avons nos deux mousquetaires qui sont déjà sur ce plateau pour la revue de presse. Alain Diop, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Eh bien, Mangue Vernachus, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How are you? I'm fine, Steve, this morning. Eh bien, si vous allez bien, comme disait Candide dans Voltaire, justement Voltaire dans Candide, eh bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, démarrons déjà cette revue de presse en langue anglaise, cette fois-ci avec Mangue Vernachus. For this Thursday, 7th of May 2020, a review of a newspaper headline takes us to the Post newspaper that writes, UB Discom wades into Famdongo and Abobala academic imbroglio. The paper says the instructor is grilled over exam question on Anglophone crisis, but Bala refuses to buckle, saying he cannot be bullied and intimidated. On page 2, the paper talks of the Limbe deep sea port, another presidential promise, another jubilation, but what next? And on page 3, talking about the Ngarbu massacre, the paper looks at why Bia's acts of fury should not spare CPDM lying officials. All this we read in the Post newspaper. The Guardian Post focuses in the southwest region where they say Bia gives Limbe Port Authority autonomy, but Anglophones skeptical about realization of the long-awaited Limbe Deep Sea Port project after the 2 presidential decrees that were signed last Tuesday. Then still in the southwest region, defiant Agbo Bala turns down UB disciplinary council summons on the grounds that the summons disregards relevant instrument and violates his right as a teacher in that university. And in politics, the MRC anti-COVID-19 donation pits CPDM mayor against his deputy in the Monatele Council in Lekie division of the Center region. Cameroon Tribune on page 5 to page 10 dwells on the sensitization process against coronavirus, saying the input of a community relay in fighting the pandemic is so vital as religious leaders, traditional rulers and municipal executive have the duty to create the awareness of the virus in their respective communities so as to avoid new wave of contamination. And in a similar story, the British High Commissioner to Cameroon, Rowan James Laxton, made the revelation of Britain in support of decentralized testing of COVID-19 in Cameroon during an audience with Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Ngute yesterday in Yaoundé. Then talking about Cameroonians stranded abroad following mobilization by government on instructions from the head of state, citizens who have been unable to return home due to lockdowns imposed by COVID-19 will start coming back tomorrow, Friday, May 8th, as we read on page 2 of Cameroon Tribune. Le Jour newspaper looks at the COVID-19 pandemic, saying, since the Prime Minister made the announcement of relaxing some barrier measures in Cameroon, bars, snack bars and others are no longer avoided as was the case before then. Then talking about Cameroon prisons, the paper says Amnesty International sounds an alarm on the situation of these correctional centers in Cameroon. We take the bi-weekly Défi Actuel that talks of fighting the COVID-19 pandemic, saying Cameroon is negotiating with the IMF to obtain the remaining 60% of our quota. The paper indicates further that Cameroon had obtained 135 billion francs from the IMF, and this represents the maximum level Cameroon could aspire from the institution. L'Economie newspaper tells us that the CEMAC region reorient the National Order of Expert Accountants
This is contained in a circular letter issued by the President of SEMA Commission calling on these accountants to respect the text of the region that are in force. We take the Daily Monitor in Uganda for news out of Cameroon that says the IMF Executive Board yesterday, Wednesday, approved a $491.5 million, about 1.9 trillion shillings, under the Rapid Credit Facility to help Uganda address the economic impact of COVID-19 pandemic. The IMF Deputy Managing Director and Acting Chair said the global COVID-19 pandemic is expected to severely hit the Ugandan economy through several channels with detrimental effect on economic activity and social indicators. The Standard digital newspaper in Kenya, still east of the continent, talks of fighting COVID-19 pandemic, saying herbalist swamp Kemri with coronavirus cures as the country grapples with the pandemic, and given the inspiration from Madagascar's COVID organic cure. In Nigeria, the Vanguard newspaper says the federal government has announced the granting of a 2-month license fee waiver for terrestrial broadcast stations in the country by the National Broadcasting Commission. This is part of efforts to ease the negative effect of the pandemic on broadcast industry. Then the Sultan Live newspaper in South Africa says several townships-based guest house and bed and breakfast owners fear missing on the COVID-19 relief funding for small businesses due to stringent requirement, as many of businesses in Soweto could be forced to close their doors after discovering that they do not fall within the requirement set by government to access funding. The Daily Telegraph in Britain, out of the continent, tells us of the British Prime Minister Boris Johnson, who has changed message to ease UK out of lockdown. Workers are urged to return and exercise limit to be relaxed, but shops, bars and cafes must wait for full reopening. We end with the Times newspaper that talks of double risk of hospital for patients with obesity as breathing problems increased in virus victim. Steve, there's an information that we could have from newspapers around the country and the world at large. On comprend généralement, il faut le dire, au fur et à mesure les informations viennent sur le Covid-19. Maintenant, on nous fait savoir tout simplement que ceux qui sont obèses ont un risque double, il faut le dire comme ça, de mourir du Covid-19. Actually, Steve. C'est également une autre information qui arrive sur le tas. Allons-y en français cette fois-ci avec Alain Diop. Commençons par Cameroun Tribune, qui s'intéresse à la sensibilisation contre le coronavirus et le rôle clé des relais communautaires. Pour nos confrères de Cameroun Tribune, justement, la pandémie ayant amorcé la phase de transmission communautaire, la contribution des responsables religieux, des chefs traditionnels et des magistrats municipaux notamment est plus que jamais indispensable pour susciter l'adhésion de la population afin que la chaîne de nouvelles infections soit stoppée. Coronavirus, le grand relâchement constate ce jour nos confrères de Quotidien Cameroun, en tout cas le jour, selon le journal d'Aman Mana, depuis l'annonce donc par le Premier ministre de l'allègement des mesures barrières, les bars et autres snack bars de en plus avec les disciples de Bacchus. Une autre frayeur au sommet, c'est celle du mont Kolnyada que le quotidien Mutation d'Alain Boyomo décrit ce jour avec l'activité anarchique sur cette colline de Yaoundé qui abrite justement le palais de congrès et les habitations, qui fait craindre donc un glissement de terrain porteur de lourdes conséquences. Dans le journal, le cri d'alerte des autorités du Mfundi. Défi actuel, le magazine de François Bambo revient sur la lutte contre le coronavirus et les coulisses des négociations avec le FMI. Dans le journal, lire l'interview de Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances. Pour paraphraser ses propos, le ministre dit que le Cameroun a négocié les 60% restants de sa quote-part. Et puis, une découverte qui paraît amusante, Steve, les vertus donc de la sauce jaune contre le coronavirus par le professeur Julius Aubaine dans la gestion de la propagation justement du Covid-19. Le quotidien de l'économie de Thierry Kouti nous renseigne que la CEMAC recadre les ordres nationaux des experts comptables. En effet, dans une lettre circulaire, le président de la commission de la CEMAC appelle donc ces organisations à se conformer au texte en vigueur.
Allons tout de suite à Ouagadougou avec le quotidien numérique d'Afrique qui nous renseigne qu'au Ghana là-bas, il y a eu augmentation des cas de Covid-19 après le déconfinement des 2 grandes villes du pays. En page 9 du même journal, nos confrères indiquent qu'en Afrique du Sud, le pays teste les effets porteurs du BCG sur le Covid-19. Et puis, en Côte d'Ivoire, les officiers de l'armée, selon le journal, sont inculpés dans l'affaire coup d'État avorté de Guillaume Soro. Au Mali, c'est la fronde dans plusieurs villes du pays suite à la publication justement des résultats officiels des élections législatives. Au Congo, les dépêches de Brazzaville relèvent l'accord Congo-FMI avec 27 mesures déjà réalisées. Le ministre du Budget, Ludovic Ngatse, a annoncé qu'en ce qui concerne cet accord, le 11 juillet 2019, sur les 48 mesures, 27 ont déjà été réalisées. À RD Congo, le courrier de Kinshasa nous renseigne que Matadi est la 2e ville la plus touchée de la pandémie du coronavirus, bien que la ville portuaire ait rapporté il y a quelques jours les 2 premiers cas. Elle est aujourd'hui la 2e province du pays à avoir recensé plus de cas après Kinshasa, qui à elle seule compte 744 cas du Covid-19. Covid-19, justement, un mort à Franceville, titre le journal L'Union du Gabon. Cette ville où aucun cas n'avait été signalé auparavant a enregistré hier, peu avant l'aube, son premier mort de Covid-19. Ce décès qui a donc créé un choc et entraîné un renforcement des mesures sanitaires, en particulier autour du centre hospitalier régional d'Amissa Bongo. Terminons, Steve, avec la France et le journal Le Monde qui titre Covid-19, bataille de la protection juridique. Après donc la lettre des maires réclamant le report de la réouverture des classes, les associations d'élus lancent donc une nouvelle offensive. Voilà, Steve, les principaux sujets traités par la presse ce matin. Justement, l'information traitée par nos confrères de la presse écrite du côté de la France, il faut le dire, de l'Hexagone, c'est toujours la bagarre entre les élus locaux et sans oublier bien sûr le gouvernement français. Pour eux, il va falloir repousser justement la rentrée scolaire pour juin, alors qu'Emmanuel Macron a pris la décision que ce sera le 11 mai prochain. Et vous nous disiez justement dans votre revue de presse ce matin que la sauce jaune peut soigner le Covid-19. Oui, absolument. C'est la découverte du professeur Elbo dans le journal, en tout cas dans le quotidien Défi Matin. Défi actuel. Défi actuel, oui. Défi actuel, j'y arrive. Et qui pense que, en tout cas, qui découvre les vertus de la sauce jaune pour justement combattre les vertus de la sauce jaune. Oui. D'ailleurs, il va falloir qu'on se mette à la sauce jaune finalement, Alain Diop. Oui, absolument. Mais puisque c'est la découverte qui vient quand même d'un professeur, donc, quoique ça peut être un peu amusant, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut relever parce que c'est une découverte en réalité. Et pourtant, donc, ça vous fait sourire, hein? Oui, ça fait sourire parce que quand on sait quand même les ingrédients que la sauce jaune comporte quand même, on est en droit de comprendre qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut vérifier avant de croire. Bon, on va se tourner vers Mangué Vernon, sûrement il va nous faire une belle recette, son épouse ne va pas manquer de nous. Steve, voilà. Non, ce midi, j'espère que vous allez appeler votre femme, vous lui dites dès ce matin qu'on a besoin de la chose jaune. Steve, what I was laughing actually is, you know, with this coronavirus thing is opening so many things that we were taking it for granted. So I think if this professor could come out with this, let him also expose it to other researchers. We could find out there could be something hidden in this yellow. J'espère que ça marche. We don't know. That's what I'm saying, that we need to open it for non, other mais si researchers. ça marche, on aura une bonne cure de sauce jaune tous les jours. Hein. It's possible. Vous inquiétez pas. That is possible, you know, and that's one thing we always say, that Cameroon is blessed. And if that is the case, then Cameroons should not even bother about. Non, mais si c'est ça le médicament, ne vous inquiétez pas. On va en prendre tous les jours. Ne vous inquiétez surtout pas. Et pendant ce temps, vous nous disiez justement avec le Daily Monitor du côté de l'Ouganda que l'Ouganda a également reçu, eh bien, il faut le dire comme ça, un prêt de la part du Fonds monétaire international. C'est le cas également du Gabon il y a quelques jours. Actually, Steve, while Cameroon is celebrating 135 billion, yes. Uganda is talking of 1.9 trillion shillings. That is about $419.5 US that the International Monetary Fund accorded to Uganda as their own loan. And the deputy chief of that institution insisted that Uganda is likely going to face a hard recession in their economy after coronavirus. So to absorb this economic effect, it is high time they give them this loan so that they should start,
adjusting those sectors that Yes. are hard hit. But the question I was looking at when I read this issue and this fund that is being granted to African countries, I was asking myself if it is possible that these African countries will carry out a judicious management and usage of this money given. Africa is used to this concept of corruption, siphoning state fund for private use. I think that once we give this money, remember when they signed the 135 billion francs for Cameroon, the Washington, the bank itself, the IMF, insisted that they are going to keep a closer look on the management of the fund. Ah ben c'est pas la première fois qu'ils vont dire justement qu'ils auront un droit de regard sur l'argent qu'ils donnent justement à ces États africains. Oui, Ils sont d'ailleurs très nombreux. Oui, mais Steve, moi, il y a quand même quelque chose à noter dans ce prêt du Fonds monétaire international parce que c'est incompréhensible. Comment dire que vous accordez un prêt à un pays et puis vous avez un droit de regard ou bien vous dites à ce pays comment est-ce que il va gérer justement cet argent. Je crois que c'est une aberration et c'est pas seulement aujourd'hui lors de l'argent qui a été remis justement à ces pays africains, c'est pour lutter contre le coronavirus. Mais je dis que même d'autres prêts, on dit par exemple c'est le FMI qui vous dit ce que vous devez faire avec cet argent alors que c'est un prêt. And I think that countries have their priority the way they want. Justement, les pays ont souvent leurs priorités. Restons en tout cas au Cameroun cette fois-ci avec, il faut le dire comme ça, le port autonome de Limbe. En tout cas pour le Guardian Post, c'est encore, il faut le dire comme ça, une autre promesse, un autre décret. Mais what next? What next actually? Because the Limbe deep sea port, Steve, has been a project that has been in the pipeline for so long, for about 2 decades. That we've been talking about the Limbe deep sea port. And when I listened to one expert last night who was talking about this issue of Limbe deep sea port, he made le port en eau profonde de Limbe, il faut préciser he made startling revelations that the Limbe deep sea port is situated on cliffs that does not need constant drenching. Drenching is removing of sand from the base of the sea so that larger vessels could come as plus close. Près de la mer et surtout plus près également du Nigeria. Il y a d'ailleurs un de nos panélistes qui expliquait également ça ici hier. Heureusement d'ailleurs, la décision a été prise par le chef de l'État. Ce serait une bonne chose en tout cas. But the question they have been asking, what the Guardian Post is saying is that there is this skepticism, as Anglophones have been saying. This is not the first time we are talking about this Limbe Deep Sea Port. The Limbe Deep Sea Port project has been there before the Kribi Deep Sea Port. But then it was kept in the drawers, and the Kribi Deep Sea Port has been constructed and is operational. So there we are still skeptical. That's why you find the Guardian Post asking, what next? Because this promise came. Remember when Chief Dr. Joseph Diongote went to Limbe, to the southwest region, during his visit, he made this very announcement. But before then, the Limbe Deep Sea, and the project started already. When those who go to Limbe, you realize that there has been some construction that has started into the sea for the construction of the wharf. But finally, the construction was stopped. For about 2 decades, nothing has happened. Justement, so that's why they are ça fait déjà 20 ans aujourd'hui que les populations du sud-ouest attendent toujours, il faut le dire comme ça, Alain Diok, le port en eau profonde de Limbe. On parle aujourd'hui du port autonome de Limbe. Et pour les confrères, en tout cas du Guardian Post ce matin, il faut préciser par ailleurs qu'eux, ils se posent la question, c'est un autre décret, c'est une autre promesse. Mais so what will happen quoi? After that? Qu'est-ce qui va se passer après? Je pense que nous ne faisons pas des procès d'intention. C'est vrai aussi que nous avons une situation. Si on s'appuie sur la situation qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on peut quand même, on est en Et quand même 20 ans, on n'avait pas ce problème dans le nord-ouest et le sud-ouest, puisque ça fait déjà 20 ans qu'on attend compte tenu de cette situation, justement cette construction. Compte tenu de cette situation, on a quand même un droit de penser que cette fois-ci, ça va être la bonne. Parce qu'en même temps, il faut apaiser ces régions-là. Et donc, je crois que pour moi, je pense que... Ce ne sera pas une promesse en l'air? Non, ça ne va pas être une promesse en l'air. Cette fois-ci, ça ne va pas être une promesse en l'air. On l'espère également. Hein. Oui, ça fait 20 ans que les populations du sud-ouest attendent. Ils attendent, mais maintenant, je crois que cette fois-ci, ça va être la bonne parce qu'il faut également essayer d'apaiser ces populations compte tenu de la situation actuelle. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour la revue de presse. L'information traitée justement par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et surtout internationale. Au plaisir de vous retrouver demain pour le dernier jour de DBS Matin. Tout de suite et maintenant, eh bien, nous allons prendre la chronique de Hervé Moukouri. Nous sommes le 4e jour de la semaine, donc le 5e jour c'est demain, et forcément c'est le dernier jour de la semaine. Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour.
Steve, Comment allez-vous? Ça va bien assez, merci. J'espère que la famille va bien. Ouais, ça va, mais c'est la grippe. Voilà la dernière nouvelle qui nous est parvenue par un professeur camerounais, que la sauce jaune, c'est mieux pour combattre le coronavirus. Voilà, chaque jour nous apporte quelque chose de nouveau. Au moins, cette fois-ci, on peut avoir quelque chose qui peut quelque chose garder également notre ventre. Hein. On fait bombance et on se soigne. On se soigne, c'est aussi facile que ça. Voilà. Eh bien, dans la chronique de ce jeudi, vous faites un gros plan sur le culte de la personnalité. Lors des cérémonies de remise des dons du chef de l'État Paul Biya qui ont cours en ce moment, on peut apercevoir et bien mis en évidence les portraits du président de la République à chaque endroit où le regard se balade. L'homme lion devenu très rare. Alors, pour mieux matérialiser sa présence aux cérémonies, les organisateurs se donnent la peine de placer ces portraits de part et autre. Cette manie est honteusement copiée par les femmes du Sérail, en l'occurrence celle du Sérac, qui à chaque action de générosité de Madame Chantal Biya, remise de dons ou rétrocession d'un bâtiment ou alors d'une salle de classe, on apporte une solution provisoire à l'absence en disposant un portrait géant de l'illustre bienfaitrice à la tribune, précisément devant la représentante de la première dame. Mais il faut dire que cette habitude, on va le dire bizarre, est inspirée du comportement des hautes personnalités de la République, ministres, directeurs généraux, sénateurs et autres, qui ont pris pour obsession de se faire photographier devant ou à côté du portrait du chef de l'État. Nous, journalistes, nous vous passons des gymnastiques qu'il faut faire pour réaliser une interview à une personnalité de la République. Parfois, on décroche carrément la photo du président de la République pour qu'elle apparaisse sur le champ visuel à côté de celle du ministre. Il n'y a pas qu'au président de la République ce qui est considéré ici comme le culte de la personnalité, c'est même le culte de la personnalité, il faut le dire, à qui est réservé au président de la République. C'est quelquefois pire dans les entreprises et surtout dans les partis, pour nous limiter dans la sphère essentiellement politique. À un moment donné, le leader du social-démocratique Front, Ni John Fundi, était considéré comme un demi-dieu, tout comme Adamou Ndamjoya, de regretter mémoire, j'en passe. Aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, c'est au tour de Maurice Kamto. Ce qui se passe autour du leader du MRC possède les germes du culte de la personnalité. Pour ses militants, adeptes et disciples, le professeur Maurice Kamto est comparé à Gandhi. Il est le pape du droit, l'homme le plus brillant du Cameroun. Il est même sauveur, désigné pour délivrer... L'homme le plus intelligent du monde. Il est même désigné pour délivrer le Cameroun. Ce leader a toujours raison, même quand il se trompe grossièrement sur la stratégie. Il est exemple de critique et pour peu que les esprits indépendants et éclairés portent la critique sur le leader du MRC, c'est une manifestation de jalousie, du tribalisme, de la haine, des comportements qui s'écartent des normes sociales qui ont amené certains à étiqueter le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, de secte et son leader qualifié de gourou. Pourtant, Maurice Kamto n'est ni un messie, ni un gourou, encore moins un extraterrestre. Il a des qualités et des défauts. Ses actions et prises de position sont, il faut le dire, critiquables. Et ceux qui louent et s'opposent à toute remontrance sont de véritables pestes autour de M. Maurice Kamto. Il voue un culte de la personnalité à un semblable, une façon de faire exactement comme ce qu'il critique et de manière acerbe et virulente. Les partisans du président Paul Biya ou administrateurs, que ce soit au RDPC, au MRC, au Social Democratic Forum SIF, à l'UDC, au PCRN, et j'en passe, le culte de la personnalité constitue un véritable écueil pour l'émergence du parti, il faut le dire. Ici, le combat autour des idées doit prévaloir au détriment des personnes. Arrêtons avec cette glorification de nos dirigeants, mais à la lueur où vont les choses, il y a lieu d'être très inquiet. Après le président Biya, attendons-nous à lire sur les banderoles, s'agissant du nouveau président, bienvenue. Monsieur le président X, c'est Dieu qui vous envoie pour sauver notre pays. Vous êtes le représentant de Dieu sur terre, le fils de Dieu, ou encore vive le président intelligent. Alors pour finir, je vais vous partager avec vous un témoignage de l'écrivain Eno Meyomesse. Il dit dans un livre que Henri Bandolo avait écrit, un livre, n'est-ce pas, dans lequel il faisait l'apologie de l'ex-président Amadou Ahidjo. Le 4 novembre
Amadou Ahidjo démissionne. Pris de panique, il appelle son imprimeur en France et lui ordonne de brûler tout le stock et surtout, il n'exige aucun remboursement. Quelque temps plus tard, Henri Bandolo, qui a été directeur de la radiodiffusion du Cameroun, et par la suite ministre de la communication. Et sans oublier également PCA. Donc, il a sorti un livre, je crois si c'est La Flamme et la Fumée, quelque chose comme ça, qui faisait plutôt cette fois-ci l'apologie du président Paul Biya, ce qui lui a d'ailleurs valu une nomination au département de la communication ministérielle. Et sans oublier qu'il a été justement ministre camerounais de la culture sous Paul Biya. Henri, il faut le dire, Henri c'est de la Bandolo. culture, c'est pas communication. Oui, de la culture. C'est plutôt de la culture. Plus tard, il a Je me rappelle parce que c'est lui qui avait mis sur pied. Il y avait les rédacs, il y a quelque chose comme ça, pour donner des prix aux artistes. Et c'était assez... Plus tard, il a été également PCA de la télévision nationale, il faut également le préciser. En tout cas, vous nous parlez du culte de la personnalité ce matin. Apparemment, il va falloir qu'on vous fasse également un culte de la personnalité. Il va falloir votre photo derrière nous. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Parce que finalement, quand vous arrivez dans un bureau aujourd'hui, il y a toujours l'effigie du chef de l'État. Si ce n'est pas le chef de l'État, c'est sa dame. Et pour peu qu'on veuille faire une interview, on vous demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez placer l'image du chef de l'État derrière moi? Il faut que ça soit sur le champ visuel. Bon. Ouais, c'est justement ce qui se passe. Hein. Et maintenant, quand c'est pas dans un parti politique, et chez les partisans, en tout cas, de ce parti politique, c'est toujours le président qui a raison. Toujours le président qui est le roi. On se souvient encore. C'est le chouchou de tout le monde. Et il faut quand même qu'on se le dise. On ne peut pas être un président de parti, on se trompe sur la stratégie. On va dire... Moi, je ne suis pas contre Kamto, encore moins pour Biya, je suis pour personne, mais je vais quand même dire, il y a eu une erreur de stratégie au niveau chez M. Kamto. Il dit une semaine avant, nous irons aux élections pour battre à plate couture le RDP. C'est quelque temps après, il change, il tourne Kazakh, et là, forcément, vous louez cette action. Non, il faut quand même critiquer le président. Vous lui dites que Monsieur le Président, il y a eu erreur. Et quand... Au sein du parti, il y a certaines personnes qui sont contre, eh bien on les traite tout de suite de traîtres. Je ne parlerai pas de mon ami Célestin Diamel. Célestin Diamel, je précise par ailleurs, sur qui on attend de tirer ces derniers temps. À boulet rouge en plus. Il faut préciser par ailleurs que c'est un grand homme. Hein. On s'incline d'ailleurs devant lui, en tout cas moi personnellement. Lui, il reste lucide. Lucide, vraiment lucide et toujours aussi rationnel. Voilà ce qu'on appelle un intellectuel. Evan Moukouri, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin, en espérant vous retrouver en grande forme demain, parce que je sais que ce n'est pas réellement la grande forme ce matin. Mesdames, messieurs, c'est toujours DBS Matin. Eh bien, la troisième rubrique de DBS Matin, c'est le débat. Tout de suite, et maintenant, nos invités sont là. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Ils sont déjà là, nos invités au pas de course. C'est ce que mon équipe fait d'ailleurs tout le matin pour les avoir. À ma gauche, Noua Sadio, Sénégalais vivant au Cameroun depuis des lustres. D'ailleurs, pays qu'il aime et qu'il adore, il faut le préciser. Noua Sadio, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je suis très ravi d'être parmi vous. Nous également, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau, malgré que nous savons que vous êtes en plein jeûne du mois de Ramadan. En tout cas, beaucoup de courage et surtout, qu'Allah vous protège et qu'il vous garde. Et Patient Parfum d'Homme, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve, bonjour à toute la grande famille d'UBS La Matinale. Et merci une fois de plus d'être votre invité. Et justement, Dr Yam Timba Dominique est là également ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngoss. Messieurs, le sujet de ce matin, nous allons parler justement du Covid Organics. L'Union africaine est en discussion avec la République de Madagascar en vue d'obtenir des données techniques concernant la sûreté et l'efficacité du Covid Organics. Il s'agit, il faut le dire comme ça, d'un remède à base de plantes récemment annoncé, découvert en tout cas par Madagascar pour la prévention et le traitement du coronavirus. Selon un communiqué de l'Union africaine publié le 4 mai dernier, c'est-à-dire il y a encore quelques jours, la commissaire aux affaires sociales Amira El Fadil a organisé une réunion avec
le chargé d'affaires de la République de Madagascar, Eric Randrianantoandro, le 30 avril. Au cours, bien sûr, des échanges, il a été convenu que Madagascar fournirait à l'Union africaine les informations détaillées nécessaires concernant le Covid Organics. Une fois les détails fournis, l'Union africaine, par le biais du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, en abrégé CDC Afrique, examinera les données scientifiques recueillies jusqu'à présent sur la sûreté et l'efficacité des matières organiques pour le Covid-19, informe d'ailleurs le communiqué de l'Union africaine. Cet examen sera basé sur les normes techniques et éthiques mondiales pour recueillir les preuves scientifiques nécessaires concernant les performances du médicament. En tout cas, c'est ce que déclare le communiqué de l'Union africaine qui a besoin d'en savoir en tout cas un peu plus sur le Covid Organics. Dr Yamb, votre réaction? Perplexe. Perplexe. On dirait... Enfin, imaginez l'ONU en train de dire, c'est-à-dire que l'ONU vient et puis dit, demande à un pays de lui fournir des données techniques sur, je ne sais pas moi, ses centrales nucléaires ou sur un nouvel avion, une fusée ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des façons de procéder qui ne sont pas correctes et qui montrent clairement qu'il y a des pressions invisibles, des mains invisibles qui poussent les gens à agir d'une certaine façon. Je crois que le processus... J'ai été secrétaire général de la Société camerounaise de bioéthique. Donc, en matière de conduite des expérimentations biomédicales, je maîtrise parfaitement la procédure. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, quand vous parlez de CDC, ce centre de contrôle, c'est en réalité une structure américaine qui existe, qui s'appelle le CDC, USA, et qui a donc des démembrements à travers le monde. À l'intérieur justement de l'Union africaine. Donc, en réalité, ce que l'Union africaine est en train de dire, c'est que Madagascar, vous nous donnez ce que vous avez fait et nous le remettons aux Américains. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a quand même là quelque chose de terrible. Alors, Madagascar a un institut de recherche médicale appliquée. Donc, comme n'importe quel autre laboratoire dans le monde, ce laboratoire qui est homologué parmi les laboratoires du monde peut établir que tel produit ou tel autre respecte ou non les normes de sécurité, les normes standards de sécurité qui sont généralement acceptées dans le monde. Parce qu'il faut en même temps dire une chose. En matière de standards, il y a deux ou trois choses. Vous avez... Les normes ne sont pas nécessairement acceptées par tout le monde. C'est une profession ou un groupe qui établit ses propres normes. Ils disent, nous entendons sur telle chose. C'est ça qu'on appelle une norme. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les conventions scientifiques. Les scientifiques disent sur telle question, voici pour le moment le référentiel qui nous permet de juger de la véracité ou non de telle ou telle chose. Et c'est pour ça qu'il y a des principes qui permettent de vérifier un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande à Madagascar me semble être de la pression politique pure et simple. Ce qu'il faudrait peut-être faire, et Madagascar l'a dit dès le premier jour, nous ne disons pas que c'est une panacée. Nous disons que nous avons quelque chose qui marche. Mais nous allons continuer à faire des recherches, à faire des tests pour affiner, pour améliorer le produit et nous assurer qu'il sera absolument... qu'il va atteindre un niveau de sûreté sanitaire qui sera suffisant. Mais pour le moment, c'est un produit qui marche. Parce que le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est qu'on a un virus. Ce virus-là, on a un premier séquençage de son génome qui a été fait par les Chinois. Je crois qu'ils ont livré les résultats en février. Et il y a d'autres aujourd'hui d'ailleurs qui viennent juste d'achever le séquençage, mais qui se présentent au monde comme s'ils sont les premiers à l'avoir fait. Bon, on a vu le cas également hier à la télévision avec l'Union européenne. Les Chinois et les Cubains avaient fait ce séquençage et ils ont présenté les résultats en février déjà. Donc, mais aujourd'hui, certains disent qu'ils sont les premiers dans le monde, chacun fait ce qu'il veut. Alors, on est au début de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, au fond, la seule approche médicale efficace, c'est l'approche c'est l'approche de prise en charge des symptômes. Vous avez présenté un certain nombre de symptômes, on essaie simplement de les calmer parce qu'il n'y a aucun médicament qui soigne cela. Madagascar n'a jamais dit que son médicament absolu, il dit c'est préventif et curatif.
Parce que le principe, c'est qu'au moins, on connaît les différents symptômes. Et donc, si le Covid Organix permet de faire chuter ces symptômes-là et donc d'avoir une charge virale moindre, eh ben, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, ce qu'on est en train de demander à Madagascar me semble être délicat. Oui. Parce que c'est comme si on leur volait, c'est du vol, on leur extorquait, en réalité, à travers une certaine intimidation, ce qu'ils ont pu avoir, et qui semble aujourd'hui, en réalité, avoir de l'impact et être quelque chose de sérieux. 20 pays africains se sont déjà approvisionnés, les résultats sont là. Dans tous les cas, en matière scientifique, l'expérimentation est la base, c'est-à-dire donc l'expérience, c'est-à-dire ce que vous retirez comme connaissance du fait de la confrontation avec la réalité. Donc là, il y a 20 pays qui ont acheté cela et on commence à avoir les premiers résultats, donc c'est du sérieux. Au lieu que l'Union africaine se batte pour un brevet malgache, parce qu'après, les autres, tout le temps, le problème, c'est que on est en train de copier nos brevets, on est en train de copier nos inventions. Il faut absolument que les tribunaux sévissent. Oui. Au lieu de protéger Madagascar, demande à Madagascar de lui fournir le fruit de son travail et que ça devienne l'affaire de tout le monde. Pendant que le sida tue 35 millions d'Africains, vous avez vu l'Union africaine aller demander à ceux qui fabriquent les antirétroviraux de les mettre à la disposition des Africains? Mais il faut quand même aller demander à Madagascar qu'à trouver quelque chose, de remettre toutes les données scientifiques pour qu'on les remette au centre de contrôle des maladies des États-Unis. Enfin. Passons parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire. Où était passé le Centre africain de contrôle de prévention des maladies? Parce qu'à un moment donné, elle surgit subitement comme ça pour parler de Madagascar. Je vais parler comme mes parents parlaient avant, quand quelque chose leur semblait complètement dépassé. Ils disaient, ça c'est du délangué appel à mort. Bon, je ne sais pas très bien. Docteur Délangué. C'est du délangué appel à mort. Il faut signaler que Docteur Délangué a été tué. Voilà, le Docteur Délangué avec son ami Mpuma ont été assassinés, malheureusement, dans la zone, l'ancienne Sandaga maritime qu'on l'appelait, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils voulaient se présenter aux élections, etc. etc. Bon, ouais. Passons. Donc, je commençais par cette petite boutade pour dire, mais Madagascar est en train de vaincre cette affaire-là. C'est de délanguer appel à mort. Mais maintenant, à quoi sert tout ce cinéma? Que faisait ce centre avant depuis? On ne sait pas. Que fait l'Union africaine dans la construction d'un véritable centre de recherche, d'homologation, de tout ce qui nous tombe dessus, comme vaccin, comme sérum, comme médicaments qui viennent de gauche à droite, et avec souvent des résultats approximatifs, mais dont le coût est exorbitant, qui permet d'enrichir ces firmes pharmaceutiques. Que fait l'Union africaine? Quoi? Tous ces tentatives d'expérimentation des vaccins, de ci et de ça, jusqu'à ce que ça crée des dégâts pas possibles. Vous vous souvenez du cas de Nigeria, avec des enfants qui sont devenus handicapés à vie, etc., etc. Que fait l'Union africaine? Donc, pour rejoindre un peu Dr. Diamtimba, j'ai l'impression que nous sommes face à un complot. Et comme la plupart de nos États, et on va revenir sur cette question de nos États, qui sont faibles, qui sont très petits, qui n'ont pas assez de personnalité pour dire non à certaines, comment dire ça, gros comme les États-Unis, l'Union européenne, etc., etc., ils sont non sensibles. Parce qu'il y a des images pour montrer cette faiblesse de l'Union africaine. Vous vous souvenez, on ne s'éloigne pas du thème, mais c'est pour mieux expliquer la faiblesse. Oui. Madame Hillary Clinton débarque au siège de l'Union africaine en Éthiopie, à Addis Abeba précisément, et fait un discours dans lequel elle demande aux chefs d'État réunis d'abandonner Kadhafi. Il dit, ce type-là, il faut le laisser tomber. Il faut qu'il dégage par tous les moyens. Les chefs d'État, aucun n'a osé lever le petit doigt et dire, mais madame, honnêtement, mais de quoi je me mêle? Est-ce que nous pouvons, nous, avec la gestion catastrophique de M. Trump actuellement, dans son propre pays par rapport à cette maladie, est-ce que l'Union africaine peut tenter de dire seulement que non, un chef d'État, l'Union africaine c'est gros, dit que M. Trump, est-ce que le Sénat des États-Unis ne pouvait pas débarquer cet idiot? Qui? Donc ça pose la question de la force.
que nous ne sommes pas forts, on va continuer de subir. Et là, cette humiliation qu'on impose à Madagascar par le biais d'une institution de l'Union africaine, en fait, c'est une humiliation qu'on est en train de poser à toute la communauté africaine. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut vous dire tout simplement, non, vous n'êtes pas encore assez grand, vous n'êtes pas encore assez qualifié pour apporter des révolutions médicales de ce niveau. C'est pas possible. Donc, c'est des balivernes que vous vendez de n'importe quoi aux gens. Bon, mais quand vous insistez, ramenez-nous dans le fruit de vos recherches ici, et non, c'est nous qui allons donc dire oui ou non si cette panacée est une bonne chose pour l'être humain ou non. En fait, au-delà de ça, il y a aussi un volet, j'ai dit, d'ordre économique. Vous voyez ce que c'est cette affaire-là, si finalement tous les pays africains, ne serait-ce que ça, à ce niveau, décident d'acheter le Covid organisme. 20 pays l'ont déjà acheté, par ailleurs. Vous imaginez? C'est déjà 20 pays. Les films pharmaceutiques, ça va être la bérésina totale. Et au niveau de Madagascar, ça va lui permettre de relancer un secteur économique aussi important que celui, par exemple, de l'économie des médicaments, n'est-ce pas? Et on ne sait pas ce que ça peut donner après. Je vous rappelle, vous vous souvenez, pendant la guerre du Biafra, l'une des mesures de rétorsion des chimistes nigérians, c'était de dire aux Anglais, vous avez à choisir. Si vous ne venez pas avec nous, et vous tentez d'aller du côté des Biafrais, nous avons quelques expériences chimiques, parce qu'on travaille chez vous, de quelques produits qui marchent très bien en Afrique. Nous allons les chez nous. Et parmi lesquels il y avait un super savon. Vous vous souvenez de ce savon? Et ils l'ont fait. Quel savon? Oui. Et ils l'ont fait. Les chimistes anglais ont dit à leur chef d'État, à leur gouvernement, attention, les gars là, ils peuvent nous faire très mal, il faut faire attention, laissons tomber l'affaire là, n'hésitons même pas. Donc, je continue de dire, tant que nous ne serons pas dans la construction d'une force, avec une voix qui compte, et c'est sur le gâteau, où on regarde l'Afrique n'a pas de voix forte, n'a plus de voix forte. Depuis que les vraies voix fortes sont parties, avec une affaire pareille, personne ne prend le devant pour dire, arrêtez-moi ce cinéma-là. Laissez Madagascar tranquille, aidez plutôt Madagascar, comme l'a dit Yam, à continuer les recherches pour améliorer la qualité de son produit, pour que ce produit soit mis à disposition de tous. Alors, et pour comprendre le sens de cette affaire-là, vous avez eu l'information. Oui. Le président tanzanien récemment, je crois il y a 2-3 jours, Magufuli. John Magufuli, oui. Mais il a jeté un pavé dans la mare dont personne n'en parle. On leur a offert des machines, des trucs, des tests gratuitement par un pays tiers qui vient là-bas en haut. Et, curieusement, tous les tests étaient positifs. Ils ont dit, cette affaire, c'est pas possible. Ça veut dire que tout notre pays est contaminé. Malins comme ils ont donc dit, non, on va introduire autre chose. Ils ont fait tester, par exemple, les papayers, les chèvres, mais tout était positif. Même les papayers étaient positifs au Covid. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est pour dire qu'au-delà, ça s'appelle une boutade, on peut blaguer, mais c'est au-delà de ça, il y a des enjeux. Oui. Il y a des enjeux. Et ces enjeux sont tels que nous n'avons pas, au niveau de l'Union africaine, encore des institutions assez fortes. J'en parle souvent au niveau du poste de président de la Commission de l'Union africaine. J'ai dit, c'est une coquille vide. Le Ghana est comme pouvoir. Il faut qu'on donne de véritables pouvoirs à ces institutions. Mais pour que cela soit possible, il faut déjà que nos États soient des États où les gens acceptent le minimum de ce que c'est la démocratie. Donc, tout ça est lié. Madagascar est la victime de la faiblesse de l'Afrique. Tant que l'Afrique va continuer à être faible comme ça, chaque fois que d'un parmi nous va essayer de sortir la tête de l'eau, on va lui rappeler rapidement et violemment qu'il n'a pas le droit de venir jouer dans la cour de grand. Parce qu'avec cette innovation, qu'est-ce que Madagascar fait? Il tente de jouer dans la cour de grand, et pour eux, c'est inacceptable. Vous voyez que déjà, entre eux, n'est-ce pas, le séquençage de génome, comment les bagarres sont terribles. Cuba et la Chine ont déjà découvert, mais ceux qui veulent le découvrir donnent l'impression que c'est eux enfin qui ont découvert. On commence à faire justement une propagande autour du fait que c'est eux qui ont découvert cela. Oui. Cette affaire-là nous renvoie l'image de ce que nous sommes réellement sur la scène internationale et mondiale. Donc, on aurait souhaité avoir des chefs d'État au-delà de 20, mais surtout des chefs d'État qui prennent la parole pour dire laissez Madagascar tranquille.
Laissez Madagascar tranquille. On Parce que assiste plutôt au mutisme de tous ces chefs d'État. Pourtant, il y a 20 d'entre eux qui ont déjà accepté, justement. Alors, parce que de toute façon, Steve Ngoz, quand je prends mon loom à la maison avant de venir sur votre plateau, je ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit, ni à l'OMS, ni à une firme pharmaceutique quelconque. Mais moi, je sais que ce loom-là, pour moi, il agit et il m'apporte beaucoup de bienfaits. Donc, il faut vraiment que les Africains apprennent à mieux s'organiser pour jouer dans la cour des grands. Parce que, je vous ai dit, c'est le premier coup de sémence. Il y a encore des trucs aussi graves que le coronavirus, sinon plus que ça, qui vont arriver. S'ils ne sont pas en capacité aujourd'hui de commencer à nous organiser de telle manière que nous puissions affronter, n'est-ce pas, ces brimades, parce que en fait pour moi c'est des brimades qu'on inflige à Madagascar. Ce type de brimades-là, je crois qu'on aura tout perdu. On va décourager ceux comme son jeune président qui ont pris le risque. Parce que le jour où je vous ai dit, ce n'est pas seulement une question qu'on a demandé à ce jeune président de commencer à continuer cet effort, mais surtout, sa sécurité est déjà mise en danger, sur tous les plans. Elle sera mise en danger sur le plan économique et même sur le plan sécuritaire. Parce que certains guichets internationaux, autant pour moi, vont être fermés à Madagascar progressivement. Et plus grave, si on se rend compte qu'il a son peuple et son armée derrière lui, ne vous étonnez pas que vous voyez des tentatives de coups d'État bizarres qui commencent à surgir de partout. Voilà. Père Sadio, vous qui êtes toujours sur la scène africaine, les pères fondateurs de l'OUA, il faut le dire comme ça, l'Organisation de l'Unité africaine, voulaient l'unité de l'Afrique. Plus tard, il y a encore quelques années, aujourd'hui, on nous a parlé de l'Union africaine. Normalement, c'est l'unité de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette Union africaine désunit plutôt les Africains. C'est le cas de Madagascar. Merci beaucoup. Et je suis très ravi de trouver Dr Ria. Ça, c'est mon petit frère que j'adore. Parfait. Vous savez que nous intervenons ensemble dans des chaînes autres que d'IBS qui est en train de prendre le flambeau. C'est bien. Bon, cette histoire de coronavirus avec Madagascar, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais dans un cirque espagnol. Un jour, on a un Espagnol au Cameroun, au Cameroun, qui se réveille, tout est jaune ici. Les yeux sont jaunes comme il n'y avait pas. Le patron, il panique. Il ne veut pas que quelqu'un l'approche. En blanc, il ne veut pas que quelqu'un parle avec lui. C'était la jaunisse. Il s'appelait Paco. Je crois que parmi eux, il y en a qui vivent, même si nous, on a échappé un peu, on attend. Parce que ce garçon, tout le monde lui prédisait la mort. Parce qu'il a la jaunisse. Et chez les Blancs, quand tu as la jaunisse, personne ne t'approche. Personne ne t'approche, parce que c'est la mort. Pour eux. Moi, je me réveille, comme ma tante, je me rappelle, avait un remède. Ce remède, quand tu bois ça, tu pisses tout, ou tu vomis, ou tu fais la diarrhée, et tu guéris la jaunisse. Donc les Africains, merci mes frères, on nous a toujours minimisé ce effet. Mais je l'ai dit dans une télé, sœur, que les Africains peuvent s'en sortir avec cette affaire. Comment il s'appelle? Le président malgache, comme il était dit... André Rajoelina, comme il était dit, et qui, lui-même, il a bu devant les gens se remettre. Et ce que vous dites là est tellement important. Si les Africains commettent la bêtise de laisser qu'on récupère cette affaire, vraiment, nous sommes des feuilles de paille. Pourquoi? Eux, ils ont créé des laboratoires, ils nous vendent des remèdes. Et jusqu'ici, ils n'ont pas fini avec le sida. Ils veulent barrer ce monsieur avec sa découverte. C'est terrible. Donc les présidents africains, je crois que c'est triste. C'est triste. Ils ne savent même pas défendre l'intérêt de l'Afrique. Ce qu'il a dit, comment il s'appelle? C'est qui, Clinton ou comment là? Hillary Clinton. C'est lui qui est venu dire que Kadhafi, c'est ça? Oui. C'est abominable. Comment vous pouvez dire de se méfier de quelqu'un? Pourquoi? C'est un Africain. Il a dit que voilà, maintenant Trump. Vous avez donné un bon exemple. Trump fait
à sa tête ce qu'il veut. Et personne ne lui dit jamais rien. Personne ne lui dit jamais. J'ai dit, ce garçon, je vois des feuilles vers Mora, on me les a amenées. Parce qu'il y en a à Mora, toute la brousse là a ces arbres. Je prends ces arbres, je prends les feuilles, les plus jeunes feuilles, hein. Oui. On me les boue, je dis pas qu'au Benaki. C'est-à-dire, Benaki, ça veut dire, viens ici. Oui. Je commence à lui donner des verres, il boit chaque matin. Le patron voit que la jaunisse est en train de s'améliorer parce que les Africains soignent la jaunisse. Cameroun, il y a des remèdes. On soigne tous les jours. Il y a des choses que le Cameroun soigne ici. Moi, j'étais très malade. Les Camerounais m'ont soigné avec les remèdes. Chez les Bamoun, là-bas, vers les... à l'hôpital, à Boya, on m'a soigné aussi. J'ai retrouvé ma santé. Je remercie Dieu et je remercie les Camerounais. Tu te souviens, je le disais tous les jours. Alors, ce garçon boit ce remède. Tu sais ce qu'il a dit quand il est guéri? Il me dit, Sadio, moi, ne plus vomiter. C'est comme ça qu'il parlait en mauvais fois. Moi, vomiter, c'est fini. Toi, salaire pour moi, c'est pour toi maintenant. J'ai dit, non, pourquoi? C'est ma tante qui m'a montré ce remède et ça soigne. Savez-vous, les Blancs, Paco, avec le patron Eduardo, dis-lui ça. Vous croyez que vous avez le monopole de la science. Vous ne l'avez pas. Nous avons nos connaissances. Mais comme nous dormons, et nous ne voulons pas appliquer ce qu'on a appris, c'est dommage. Mais tu vas guérir. Et comme il dit qu'on t'abandonne, là, on ne t'abandonnera pas. Hein. Ce n'est pas ici qu'on va t'enterrer, tu vas guérir. Et le garçon est guéri, il était costaud, travailleur. Quand tu sortais quand vous sortiez, après le cirque, quand on démontait la case, mais c'était le plus rapide, il démontait ça comme un animal. Il a repris le travail. Le patron m'appelle, il me dit, comment tu t'es qui? J'ai dit, bon, mais nous aussi, nous avons nos connaissances et je ne vous dirai pas. Moi, je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai absolument rien, M. Eduardo. Il me dit, bon, la fin du mois, si tu trouves une amélioration. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Et ceux qui ont travaillé avec nous, il y avait un Bamniké qui était avec nous, Gabriel. S'il m'écoute ce matin, il vous dira que c'est vrai. Ce garçon est guéri. J'ai appliqué ce que ma tante nous donnait, parce que la jaunisse, c'est une maladie qui... Ouais, oui, dans justement. Les zones du Sahel et tout ça. Et il est guéri. Il est guéri. Ces arbres poussaient au Cameroun, ça pousse au Tchad, ça pousse au Sénégal, ça pousse partout. Nous avons des remèdes qui peuvent soigner ce corona. Angie, quand je l'ai vu boire, moi un jour, je partais couper le carême quelque part, chez un ami, écoutez-moi la publicité. Ils m'ont donné un verre, ils me disent que c'est le remède du Madagascar, là dont on parle. J'ai dit, ah bon, ils me disent... L'artémisia. On a d'ailleurs, il faut le dire, un spécialiste, Paul-Henri Azébazé, qui sera là d'ailleurs ce matin pour nous en parler encore une nouvelle fois. Justement, docteur Yam, jusqu'à preuve de contraire, les Africains ont la connaissance, les Africains ont également la science. Ils ont appris les choses, en tout cas des ancêtres. Il suffit juste de tourner le dos derrière la maison, on prend une herbe, n'importe quoi, tout de suite on boit et on est guéri. D'ailleurs, vous avez souligné au cours de cette semaine 2 termes, hein, vous pouvez passer en parfum d'homme, soigner et guérir. Absolument, il y a une différence. Il y a une grande différence. Il y a une différence entre les deux. La médecine conventionnelle soigne, la médecine traditionnelle africaine, en tout cas, elle guérit. Oui. Vous prenez, quand on vous offre une solution, elle vous guérit. Ça veut dire que vraiment, la maladie, elle est complètement nettoyée. Et ce qui est donné, est donné avec toute la charge de la nature. C'est pour ça que on ne transforme pas nécessairement. Oui. Ou c'est une transformation relativement faible qui permet de maintenir toutes les propriétés naturelles. Il y a aujourd'hui un grand débat sur le fait que, par exemple, pour avoir un comprimé d'artémisine, dont le principe actif de l'artémisia, qui a été isolé par une chinoise qui a d'ailleurs eu le prix Nobel de médecine pour cela, pour avoir 500 mg dans l'équivalent du comprimé, il faudrait que vous puissiez boire l'équivalent de 50 litres de thé d'artémisia.
Et beaucoup d'intellectuels africains que je vois, et que j'entends dire des choses ou que je lis, disent oui, mais dans ce cas, après en réalité, boire du thé d'artémisia n'est pas efficace. Bon, c'est là que je posais la question dernièrement de savoir, en réalité, le problème de fond, c'est ce que nous entendons par la santé. Qu'est-ce que nous entendons par la santé? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attende le jour où j'ai une crise, je fais une crise de paludisme et prendre 2-3 comprimés, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre tous les matins ma petite tasse de thé d'artémisia? Parce qu'au fond, on ne demande à personne de s'asseoir et de boire 50 litres d'artémisia tout d'un coup. Sauf que les 50 litres, vous pouvez les boire en 200 jours. Ouais. C'est-à-dire une petite tasse tous les jours, une petite tasse tous les jours, avec l'avantage que vous avez donc un effet de réduction, ou disons un effet de contrôle de votre charge virale ou bactérienne quotidien, qui fait que vous n'avez pas le choc que provoque le comprimé au moment où vous faites la crise. Donc, il y a toutes ces choses-là, il y a toute cette différence d'approche qui fait que, malheureusement, quelquefois, vous écoutez les gens et vous vous demandez, mais pourquoi ils prennent jamais le temps d'écouter les Africains? Pourquoi ils pensent toujours qu'ils doivent vouloir nous expliquer le monde africain avec la vision européenne ou occidentale? Mais écoutez les Africains vous expliquer leur monde. Ils ont leur monde à eux. Ils ne sont pas des Blancs à peau noire. Ils ne sont pas des Chinois à peau noire ou des Orientaux à peau noire. Ils sont des Africains. Ça veut dire qu'ils ont leur façon de voir le monde. Écoutez-les et essayez de rentrer dans ce qu'ils font. C'est pour cette raison que, en fait, personne ne veut écouter les Africains. Quand on écoute les Africains, c'est pour demander qu'est-ce qu'ils gagnent. Ce que Madagascar gagne, c'est que si chaque Africain, nous sommes 1,5 milliard, chacun prend une bouteille de Covid Organics qui coûte environ 250 francs CFA, cela représente 375 milliards de francs CFA par jour. Voilà le vrai enjeu. 375 milliards de francs CFA par jour. C'est ça le fond du problème. C'est là où ça se trouve, c'est pas ailleurs. On s'en fout de la science, de la technique, ça n'intéresse personne. En réalité, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on ne comprend pas comment on va laisser un tel marché. Je vous ai parlé que de l'Afrique, je n'ai pas regardé ailleurs. Or, cette pandémie-là vise le monde entier. Seulement en Afrique, ça représente 375 milliards de francs CFA de revenus potentiels par jour. Oui. Donc, quand vous avez, si un seul pays arrive à faire autant et que ce pays comme Madagascar ne dégage que 10% de marge là-dedans, ça fait 37 milliards par jour. Une fortune. 37 milliards par jour. Ça leur fait l'équivalent de 2,5 milliards de dollars tous les mois de bénéfices nets. Donc potentiellement 30 milliards de dollars. Google n'a pas fait un tel chiffre d'affaires. C'est ça les enjeux. C'est ça les vrais enjeux. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour arracher cela à Madagascar. Parce que d'un côté, on est en train de travailler sur des virus pour lesquels vous entendez tous les jours, on a levé 17 milliards de dollars, on a levé ci, on a levé ça. Comment on va se priver de 30 milliards de dollars? Et là, je vous parle seulement des bénéfices nets. Je ne vous ai pas parlé parce que le chiffre d'affaires lui-même, considérez que c'est un bénéfice net maximal de 10%. Donc, vous multipliez ça par 10. C'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 milliards de dollars potentiels. Donc, si vous mettez ce genre de choses sur la table, vous comprenez très bien tout de suite que Madagascar est en danger. S'il faut qu'on sorte les canons, on va les sortir. Et on va les sortir pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision du monde que nous. Les Africains auraient pu sortir les canons ou ils auraient pu commencer à faire du chantage à Madagascar. Non, ils s'en vont acheter. Nous, on ne pense pas que quand quelqu'un a sa chose, il faut la lui enlever. Nous, on pense que quand quelqu'un a sa chose, on voit comment on peut éventuellement en profiter et s'assurer d'ailleurs qu'elle soit toujours disponible. Parce que si elle est utile aujourd'hui, elle peut l'être demain. Alors, les éléments bon, j'ai entendu Père Sadio dire enfin que les Africains ont leur connaissance et que les Occidentaux ils ont toujours tendance à les mépriser. Et bien avant lui, j'ai entendu le grand Fendom dire que en réalité les Occidentaux ont tendance à penser que les Africains en réalité ne sont que du menu fretin. Ils n'ont pas. Non, en fait, c'est ce qu'ils disent là. Ils le disent peut-être simplement comme ça en passant, mais ça toujours l'histoire récente de la médecine est celle-là. Que
la médecine conventionnelle occidentale doit s'imposer et c'est l'un des éléments de conquête culturelle les plus forts qu'on a utilisés. Aujourd'hui, les normes sont telles que on vous dit il y a une certaine manière avec laquelle il faut soigner les gens, c'est de cette façon-là qu'il faut faire, pas d'une autre. Les gens iront même jusqu'à vous dire, mais regardez même les Chinois, vous voyez pas que les Chinois, ils sont plus axés sur la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle que la médecine traditionnelle. Je crois qu'on a beaucoup de faux débats. Personne en Afrique n'a jamais dit que la médecine conventionnelle n'est pas utile. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'est pas urgente. Personne n'a dit ça. Mais ce que les gens disent, c'est que depuis des millénaires, on soigne les gens en Afrique. Depuis des millénaires, on nous soigne. Et l'espérance de vie des Africains n'a pas chuté parce qu'ils se sont revenus à la médecine traditionnelle. Elle a chuté depuis que nous sommes dans une vie intime et étroite quotidienne avec l'Occident à cause de son mode de vie et surtout de la façon de s'alimenter. Les Africains ne conçoivent pas la santé autrement que à travers, entre autres choses, leur alimentation. Vous allez le voir, la plupart de nos femmes, quand elles font la cuisine, vous aurez toujours de l'ail, du gingembre, vous aurez beaucoup de choses, beaucoup de condiments. Du thym et tout ce qui va avec. Qui sont en réalité des sources de molécules qui sont utilisées dans la médecine conventionnelle. Simplement, on les consomme tous les jours, contrairement aux autres. Nous, on les consomme tous les jours. Donc, le fait de les consommer tous les jours crée une homéostasie et crée un équilibre des fonctions qui nous donne une certaine force. D'ailleurs, ce que les Africains ont constaté, allez dans n'importe quel village d'Afrique, chaque fois qu'on voit un enfant qui est faible, on dit que c'est un blanc. Est-ce que je mens? Ah oui, ça, tu étais comme ça. Tous les enfants qui sont faibles sont appelés les blancs chez nous. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs, aussi curieux que cela paraisse, les Africains ont pitié des blancs. Vous le savez. C'est notre quotidien. Tout le monde le appelle n'importe qui. Tous les Africains ont pitié des Blancs. Quand on voit un Blanc sous la pluie, on a pitié de lui. Ah, il va tomber malade. Sauf que les mêmes Africains, eux-mêmes, ils marchent sous la pluie. En fait, ça leur dit, au contraire, ils apprécient marcher sous la pluie parce que... On se lavait d'ailleurs sous la pluie. Hein, c'était normal de laver sous la pluie. Toutes les mamans ont dit, va te laver. La pluie a commencé. Vas-y. Pourquoi est-ce que nous oublions ce que nous sommes? Nous devons, et c'est là où j'aime bien l'approche chinoise, comme disait Mao Tse-tung à l'époque, la marche sur deux pieds. Les Africains pensent qu'on peut marcher avec la médecine conventionnelle. Naturellement, s'il faut qu'on nous fasse une opération du cœur, on souhaiterait qu'elle soit faite par la médecine conventionnelle. Oui. Mais maintenant, s'il faut lutter contre le paludisme, que la médecine conventionnelle ne sait pas soigner, ne sait pas éradiquer en tout cas, elle sait peut-être soigner, mais elle ne sait pas l'éradiquer, eh bien, nous pouvons nous confier à nos techniques traditionnelles qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'est de la République du Congo, les enfants vont à l'école toute l'année. Avant, tous les enfants avaient un tiers du temps hors de l'école. Grâce à l'artémisia, eh bien, ça marche. Maintenant, est-ce que les Africains ont dit que l'artémisine n'était pas bonne? Non, ils continuent à l'apprendre, ils l'apprennent. Quand on leur prescrit, ils la consomment. Quand ils font des crises de palu. Mais ce qu'on doit aujourd'hui, je crois que ce sur quoi on doit s'arrêter, c'est quels sont les vrais enjeux. Je vous ai dit, le premier grand enjeu il est d'abord économique, financier. Il est financier. Vraiment, même pas seulement, il est financier. D'abord, c'est 375 milliards de francs CFA potentiels par jour. C'est un potentiel, c'est des bénéfices nets potentiels de 30 milliards de dollars par an. Comme 20 pays africains ont déjà pris l'initiative d'acheter le Covid Organics, oui. Madagascar est déjà en danger. Écoutez, tout dépend de la vision qu'on a du monde. Madagascar est en danger pour ceux qui pensent que Madagascar doit demander l'autorisation des gens pour se développer. Madagascar n'est pas en danger de mon point de vue. Madagascar est plutôt réconforté dans la justesse de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dans tous les cas, les fonds qu'ils ont reçus vont permettre d'améliorer l'outil de production, de densifier les activités, d'améliorer, disons, d'accélérer les activités de recherche et de développement, de recherche fondamentale et de recherche appliquée, et donc de pouvoir non seulement améliorer ce produit, oui, mais également de diversifier l'offre de produits et de services autour du Covid Organics. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est la forte activité logistique
autour. Parce que là, quand je vous parlais des enjeux financiers, je vous disais simplement, je parlais seulement du coût du produit. Je ne vous ai pas parlé des enjeux de l'activité logistique. C'est des avions, c'est du cartonnage, parce qu'il faut emballer tout ça. Il y a des emballages, il y a des avions qu'il faut immobiliser, il y a des aéroports qui tournent. Pendant que les autres ont leurs aéroports fermés, les aéroports malgaches tournent parce que les gens doivent... Jusque-là, il n'y a pas encore de mort du côté de Madagascar. Vous êtes sur l'aspect purement sanitaire, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ces gars-là, leurs aéroports tournent. Les avions tournent. Les avions volent. Dont le personnel, parce qu'il ne faut pas oublier, quand un pilote passe un certain temps sans travailler, il est obligé de se recycler avant de prendre les commandes d'un vol. Quand une hôtesse de l'air passe un certain temps sans travailler, il faut la recycler avant qu'elle ne reprenne, le travail. Pendant que les leurs, ça va leur coûter des heures de simulateurs qui sont extrêmement chers, les pilotes de Madagascar sont en train de travailler. Donc, eux, ils n'auront pas besoin de ce recyclage-là. Les aéroports de Madagascar sont en train de fonctionner pendant que les leurs sont fermés. Il n'y a pas que les usines qui produisent le Covid Organics. Il faut produire les bouteilles. Il y a donc ces usines qui fonctionnent. Il faut produire les emballages, les cartons, simplement les bouchons, simplement les petits papiers, le visuel qui est collé sur la bouteille. Il faut en même temps. Donc, vous avez toute une chaîne de valeur qui s'est créée autour du Covid Organics, qui fait que Madagascar est une cible, est quelque chose, renvoie aux autres pays l'image de leur échec. Et Madagascar est certainement galvanisé par le fait que ça tourne. Justement. Patient parfum donc jusqu'à preuve de contraire. On parlait tout à l'heure, il faut le dire, du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. À chaque fois que les médicaments arrivent sur le continent africain, il n'y a pas un organe à proprement parler qui contrôle justement les médicaments qui sont consommés par les Africains. À quoi sert finalement l'Union africaine? Non, je pense que quand nous sommes face à des difficultés que celles que nous avons actuellement, et quand on voit des réactions, par exemple, d'une institution comme celle-là, c'est à ce moment qu'on est obligé de se poser des questions. Parce que ce débat, tu aurais dû le provoquer à cela, tu aurais pu le provoquer à cela peut-être 7 mois. Les gens, comme les Africains sont dans l'immédiateté, on n'aurait pas vu l'importance de ce débat. Oui. Mais aujourd'hui que nous sommes dans le feu de l'action, vous voyez que le débat prend vraiment de l'ampleur. Voilà. Donc, voilà. Nous disons, et on en a parlé ici même par rapport aux vaccins et aux médicaments que nous avons, même dans un pays comme le Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'institut d'homologation de tout ce qui participe à notre santé, qui nous arrive de l'extérieur? L'avons-nous? Non. Non, on n'en a pas. Alors, il faut donc créer. On n'a pas un service de contrôle qui contrôle justement tous les médicaments qui entrent sur les territoires africains. Tout à l'heure, il y a détaillé ce que j'avais déjà dit. Mais et là, je suis content avec lui, parce que nous sommes beaucoup unijambistes dans la perception du monde même. Parce que nous avons été complètement colonisés, mais aussi sur le plan culturel. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre que l'exemple qu'il donnait avec le produit de la chinoise, et on dit oui, pour avoir l'effet d'un comprimé, il faut consommer, je ne sais pas, 5000 litres ou bien 500 litres. Mais on nous oblige à planter du thé. On consomme très peu de thé. Le meilleur, ce sont les Chinois, ce sont les Anglais qui consomment du thé tous les jours. Le café, le cacao et tout ce qui va avec. Le cas du thé, précisément. Le cas du thé, précisément. Parce que tous les gens, les Chinois, ils sont thé. Les Anglais, le thé est devenu complètement une marque de fabrique anglaise, n'est-ce pas? Si nous avons, nous aussi, n'est-ce pas, un breuvage comme celui-là, l'artémisia par exemple, et que nous donnons à nos enfants tous les matins, et que cela finit par, être une culture que nous adoptons. Où est le problème? Avec l'avantage que cela nous soigne, mais surtout, cela ne laisse pas des déchets chimiques dans notre organisme que nos reins, à la longue, ne peuvent plus évacuer. Vous voyez l'explosion des cas, des gens qui sont obligés d'aller nettoyer les reins dans nos hôpitaux. Vous vous souvenez de Mongo Betty qui est mort parce que le kit qui devait servir n'était plus disponible à Yaoundé, il y avait rupture. On devient à Douala, il arrive à Douala, il n'y a rien. L'appareil d'hémodialyse était là, mais il n'y avait pas de kit pour
pour nettoyer les reins de pauvres. Il en est mort. Mongo Betty. Alors, admettons donc qu'on ait par exemple des petites solutions de grammaire locale, mais que nous essayons de nous les approprier dans notre culture tous les matins avant qu'un enfant ne sorte. Prends ton petit gobelet d'artémisia, allez pas voir l'école. Nous-mêmes, avant de commencer le boulot, prenons nos petits doums, nos petits coquemots et tout ça, avant de démarrer la journée. Où est le problème? Mais le problème que ça pose, Yam, que tu n'as pas vu au-delà de tout ce qu'on a bien vu là, c'est la déforestation. Ces gens, non contents de nous avoir domptés culturellement, ils sont même en train de détruire la réserve, n'est-ce pas, que nous avons à disposition. On l'a vu d'ailleurs samedi dernier, vous étiez avec nous. Mais c'est quelque chose de terrible. Des tonnes et des tonnes de bois, il faut le dire, pas loin d'ici. On est en train de détruire cette forêt qui est la réserve naturelle de tous ces produits qui sont importants pour nous. Maintenant, comme dit Yam, c'est un faux débat. Est-ce que la médecine conventionnelle, appelons-la comme ça, et la pharmacopée traditionnelle sont antinomiques? Je dis non. Est-ce que le fait que les Africains doivent se lancer dans la recherche fondamentale, médicale ou bien biomédicale, est une mauvaise chose? Je dis non. C'est une très bonne chose. Est-ce que soigner les gens aujourd'hui avec les télémédecines, tout ce que nous avons, nos enfants n'ont pas le droit d'arriver à ce niveau de connaissance? Je dis non. Ils le doivent. Ils doivent arriver à ce niveau de connaissance. Ils doivent, parce que ce sont des données scientifiques du monde réel que nous avons. Bien sûr. Tout est relatif. Il faut faire attention. Mais est-ce que parce que nous allons dans cette direction-là, que nous allons abandonner ce qui a fait le bonheur de nos peuples pendant des millénaires et des millénaires? C'est là l'enjeu et la question. Donc, le cas de Madagascar, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Le président malgache, s'il n'est pas assez bien soutenu par l'ensemble de ses pairs, je commence à avoir des peurs pour lui. Je vous assure. Parce que ce qui est arrivé à Kadhafi, les gens font semblant d'oublier, mais parce que Kadhafi avait mis en place un certain nombre de réformes qui suggéraient au niveau de l'Afrique, qui devaient absolument nous enlever des fouches codines de l'Occident, de FMI, de la Banque mondiale, tout ce que vous savez. Vous savez très bien ce que proposait Kadhafi. Et pour cela, il était devenu un danger pour ceux qui continuent de gouverner le monde. Pour ceux qui continuent de dire au Cameroun, tu n'es pas éligible dans cette tranche de prêt que tu veux faire parce que il y a un petit bail là-bas, tu ne lui donnes pas la possibilité de bouger comme il veut, etc. etc. Or, si nous sortons de cet assujettissement, je peux vous dire que l'Afrique va faire des pas qualitatifs importants. Et dans tous les domaines. De toute façon, j'ai l'habitude de vous le dire, tout est lié. Vous voyez le cas de Covid-19, comment il nous conduit à des problèmes d'ordre culturel, à des problèmes d'ordre politique, à des problèmes d'ordre économique, etc., etc. Tout est lié. Rien ne se fait au hasard. Il y a les gens qui disent souvent que laissez-nous ça, il faut que c'est nous les technocrates qui vous disons ce qu'il a voulu faire. Un technocrate qui n'a pas le big picture, n'est-ce pas, de l'ensemble des enjeux, c'est quelqu'un qui avance des yeux bandés, il ne sait pas où va. Il ne sait pas où va. Mais quand on t'enlève ce bandeau-là, tu commences à voir donc les enjeux qu'il y a sur le plan international par rapport à tout ça. Donc oui, renforçons nos centres de recherche. Oui, renforçons nos instituts de recherche. Oui, essayons de mieux codifier l'ensemble des résultats que nous avons au niveau de la pharmacopée traditionnelle. Je crois que c'est ce que Madagascar il y a d'ailleurs plusieurs recherches sur le continent africain. Mais surtout, disons à l'Union africaine de ne pas essayer de brimer un jeune comme celui-là qui a le courage de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que d'autres pays ont plus ou moins des solutions comme celle-là. Mais qui va avoir le courage de se lever et de dire que moi, je prends ça comme axe majeur et je vais le défendre? Parce qu'elle a défendu quelque chose que sa communauté scientifique a produit. Messieurs, je vous comprends parfaitement. Je voudrais préciser quelque chose rapidement. Le problème, la première chose que je voudrais dire, c'est que la différence avec ce que fait André Rajoelina et Kadhafi, c'est que André Rajoelina répond prioritairement, parce que c'est ça qu'on a tendance, prioritairement à un besoin interne. Voilà. C'est d'abord la santé des Malgaches avant même d'être le problème des Africains. Voilà. Donc, en réalité, sa sécurité, elle incombe d'abord aux Malgaches. Kadhafi, c'était un peu différent parce que c'était tout un continent. Et là, dans cet espace très grand, on peut te lâcher. La deuxième chose rapide, c'est que, attention, ce qui se fait avec là, vous parliez des technocrates, mais justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'hommes politiques, pas de technocrates. Parce que le technocrate, c'est un spécialiste de quelque chose, il ne maîtrise que ça. Ils ont besoin de gens qui ont une vision parce que le problème
de la médecine conventionnelle, de la médecine traditionnelle aujourd'hui en Afrique, telle que les Occidentaux la posent, c'est qu'ils comprennent que la médecine traditionnelle va leur faire perdre des parts de marché. Parce que si vous donnez de l'artémisia aux gens, tous les matins, et le soir, peut-être avant de se coucher, ils boivent ça comme on boit du thé tout le temps et du café. Ce qui va se passer, c'est que vous n'achèterez plus les antipaludéens. Sauf que dans la nomenclature des médicaments, après les anti-inflammatoires, les antipaludéens sont entre le deuxième ou la troisième type de produit, troisième type de produit les plus vendus dans le monde. Quand vous dites les antipaludéens sont parmi les deuxième, troisième types de produits les plus vendus dans le monde. À qui est-ce que c'est vendu? Le paludisme est où? Il n'y en a pas aux États-Unis, pas au Canada, pas en Europe, pas en Russie. Il y en a où? C'est en Afrique, c'est dans les pays de la ceinture équatoriale. Et donc, en réalité, le problème de l'artémisia et le problème des médicaments comme le Covid Organics, c'est que vous prenez le contrôle d'un pan de marché qui est important pour les autres. Alors que si... Et c'est là où nos hommes politiques devraient être utiles. Ceux qui doivent diriger les pays ou qui dirigent les pays doivent être utiles. Pourquoi? Parce que vous dites, la santé coûte cher. Nous pouvons trouver des substituts, nous pouvons trouver des moyens, des solutions qui réduisent le coût de la santé à travers, par exemple, des choses comme celle-là, comme des thés, des tisanes que les gens peuvent consommer au quotidien, mais qui ont le même effet que si, malheureusement, qui nous permettent d'éviter les dépenses liées aux médicaments de la médecine conventionnelle. En tout cas, tout à l'heure, on va avoir sur ce plateau un Paul-Henri Azébazi parlera également de l'artémisia. On espère justement prendre souvent l'artémisia en thé, comme vous le souhaitez d'ailleurs, messieurs. Mais je vais me tourner vers Père Sadio qui nous a raconté une histoire tout à l'heure de sa tante qui connaissait des feuilles et qui subitement ont d'ailleurs sauvé la vie de cet Espagnol qui ne connaissait pas. Paco, il s'appelait Paco justement, et qui a sauvé justement la vie de cet Espagnol. Moi, j'ai besoin de vous poser la question à vous tous d'ailleurs, messieurs. Je vais commencer par Père Sadio. Jusqu'à preuve le contraire, personne n'a dit à un Africain, cette feuille a des vertus. Mais pourtant, il savait pertinemment que cette feuille guérit. On n'avait pas besoin de contrôler en tout cas la feuille, ni d'avoir les propriétés de cette feuille, les propriétés de cette écorce. Mais pourtant, on sait pertinemment qu'elle guérit. Elle ne soigne pas, elle guérit. Je vais vous dire des histoires. L'Africain, c'est un dogmatique. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. L'Africain est un suiviste. Il ne fait pas d'effort de s'imposer. Souvent, je le dis à la télé, les gens croient que c'est du racisme ou bien de la méchanceté. Il n'y a pas de bon blanc. Mais j'en ai plein dans ma famille. Il n'y a pas de bon blanc. Les fils qui ont épousé des blanches et qui... Même j'ai une soeur ici à Douala qui me règle beaucoup de problèmes, qui est née d'un Sénégalais et qui... c'est pas... Et d'un Toubab, c'est comme ça qu'on dit du côté du Sénégal. Bon. Je vous assure, les femmes, dans leur milieu, connaissent beaucoup de choses. Il peut avoir une femme qui veut aller accoucher. Le bras et le pied de l'enfant sortent d'abord. C'est pas bon. Ils vont s'arranger jusqu'à tout rentre dedans et qu'ils reviennent à la normale. J'ai vu ça dans mon village. Je vous jure, docteur Yam. Oui. Les femmes vont utiliser, laver ou bien te faire boire. L'enfant là qui vient, le bras va retourner. Le pied va rentrer. Le pied et il va retourner, il va sortir par la tête. Absolument. Ça, si on me dit que c'est pas vrai, je suis prêt à ce que quelqu'un paye l'avion, on part dans mon village. Non, c'est vrai. J'ai vu ça déjà. Moi aussi. Tu l'as vu. Alors, quand nous, d'où venons-nous? C'est les vestes. Tu vois, vous avez parlé du bois qui sort. Mais les gens, quand ils ont une belle voiture, comme les Africains les adorent, ils peuvent rouler jusqu'à Edea. Ils ne regardent pas ce qui se passe autour de lui, dans son pays si cher et si beau, le Cameroun. Je vous dis. Alors, j'avais un Sénégalais qui est venu ici, mon frère. Je n'ai pas besoin de publicité. Mais il me dit, mais tout ce bois vient d'où? Je dis, d'autres viennent du Congo ou qui. Mais comme ici, c'est un port international. Il me dit qu'il y a des filles tous les jours, tout ça sort ici tous les jours. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire, Modo? Et le Cameroun ne dit rien. Je dis, il faut regarder White and See, comme disent les Anglais.
Alors, comment voulez-vous que cette Afrique, c'est mon président, un président qui gouvernait mon pays, qui s'est levé du Sénégal pour aller dire à Kadhafi de quitter. Le moment où lui, il doit quitter, il tue 12. Moi, ça ne me mettra jamais en accord avec mes frères sénégalais. En accord. Vous savez, vous me connaissez. Non, on connaît bien Père. Vous me remarquez. Et vous me remarquez. Moi, je ne fais pas n'importe quoi. C'est sûr. Et pourquoi je n'ai pas d'argent? Pour venir ce matin ici, je me suis débattu. Oui. Voilà. Mais j'ai dit, je vais venir parce que vous m'avez invité. Et c'est l'horreur. Quand tu m'as dit, Yamp est là. Patient Parfait d'homme également. Ça, c'est mon ami, il t'a parlé de moi. Alors, il faut que l'Afrique change. Bon Dieu, arrêtez les beaux costumes, tout ça. C'est pas ça. Ce malgache-là, vous avez été tellement brillant ce matin, pardonnez-moi. Vous dites que sa vie est en danger. C'est vrai. Et c'est lui-même qui boit. Hein. Il boit pour montrer aux gens. C'est un DJ. Hein. C'était un ancien DJ. Quand il anime la boîte de nuit Joink. Antananarivo vibrait d'ailleurs hein, quand oui, il... Alors les gens ont voulu faire devant sa vie de DJ au lieu de regarder l'homme. Tu as parlé de Mao Zedong. Il a marqué les Chinois. Il les a rendus laborieux et courageux. Mao disait, c'est Cheikh Anta Diop qui me parlait de Mao. Voilà un bon connaisseur. Mais les Blancs lui ont fait. Mao disait, au rendez-vous du donner et du recevoir, les paresseux n'ont pas la place. Et nous, les Africains, on est paresseux. Va voir des Africains, ils vont jouer le damier. Ils vont pousser les pions ou bien les cartes. Depuis le matin qu'ils se sont levés, Wallah, ils vont, peut-être de temps en temps, on va se lever, l'autre prend la place. Ça nous amène où? Hein? Yam, ça nous amène où? Quand quelqu'un crée quelque chose de bien, on est jaloux. Maintenant, il va penser, peut-être on va m'éliminer ou qui. C'est pas ça. On doit dépasser cela. Tu as dit le chiffre que va engendrer les malgaches. C'est ce chiffre qui laisse les blancs s'endormir. Parce que j'ai dit, j'ai bu, je ne vous mens pas, j'ai coupé le carême avec ce remède malgache que quelqu'un m'a servi dans un verre. Artemisia. Artemisia. Ici au Cameroun. Hein. Il y en a d'ailleurs au Cameroun, hein, on va le voir frère tout à l'heure. Un frère nordiste m'a servi ça dans sa maison. Excusez-moi de la publicité. C'est pas la publicité, allez-y. Hein. Il m'a donné. J'ai bu. Mais croyez-moi, et attention, je te l'avais dit au téléphone. Je vois quelque chose à Eneo. Ça ne me plaît pas. Tu pars payer le courant. Eneo a introduit maintenant, comment s'appelle la société? Orange Money. Parfait, tu sais que je défendais Orange Money. On me dit les banques sont là. Je dis quand les banques ferment avec l'argent des gens et on ne dit rien. Hein? Si Orange Money peut faire servir les gens, c'est bon. Mais Orange Money est venu maintenant dans Eneo. Tu viens avec une facture qui est moins de 25 000. Je le dis exprès. Hein? 25 000, tu vas aller à Orange Money ou bien ici. Et Orange Money te demande 300. Si 500 Camerounais donnent 300, ça fait combien? Beaucoup. Il a fait beaucoup d'argent, Sadio. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Donc nous, on est des ballons de football qu'on doit manipuler tout le temps. Tu joues, tu passes à l'autre, l'autre passe à l'autre. Jusqu'à quand? Alors que tu étais pour partir payer la facture que tu as consommée. Et le courant ne viendra jamais. Parce qu'on coupe tous les jours. Parmi vous, mes amis, qui n'a pas été victime de coupure de courant? C'est tous les jours, hein, Père Sadio. C'est tous les jours. Messieurs, on parle toujours du Covid organique. Il faut justement préciser que l'Union africaine veut s'assurer d'ailleurs que Madagascar lui donne d'ailleurs les garanties de son efficacité. On va également préciser par ailleurs qu'il y a plusieurs chefs d'État africains qui ont déjà trouvé l'occasion d'appeler Madagascar pour lui demander justement des commandes du Covid organique. C'est le cas de Félix Tshisekedi, dont il faut le dire d'ailleurs, hein, le chercheur, le professeur d'ailleurs, le docteur Muyangui. Originaire de son pays. Originaire d'ailleurs de son pays. Mais il n'a pas été reconnu chez lui, hein, comme disait Jésus, nul n'est prophète chez lui.
Abdel Fattah el-Sisi de l'Égypte, qui vient justement de l'Afrique du Nord, Paul Kagame, et sans oublier Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Ali Bongo Ndimba du Gabon, Théodore Obiang Bazoro, qui a déjà reçu d'ailleurs sa commande, Denis Sassou Nguesso, qui a également reçu sa commande, Macky Sall également, qui en veut, même si quelque part, il est encore en train de se tourner les pouces. Et les autres, voilà au moins des personnes qui doivent, il faut le dire, soutenir Andry Rajoelina. Qui sont en train de le soutenir. Il y a pas, c'est pas observer, c'est pas ce que les gens disent qui est le plus important, c'est ce qu'ils font. Parce que vos actes signifient que vous êtes allé au-delà de la parole. Justement. Ça, c'est le soutien dont il a besoin. C'est le soutien dont il a besoin. Et c'est ce soutien qui a levé le lièvre qu'est l'Union africaine. Parce que s'il n'y avait pas eu ce soutien, l'Union africaine n'aurait pas réagi. Mais quand on a vu tout ce soutien, les 20 pays sur 54, si les 34 autres pays prennent l'initiative de faire la commande, c'est compliqué. Et je vais vous dire une chose. Là, il y a 20 pays. Là, on a déjà derrière nous, là, vous voyez les cartons qui descendent de Madagascar. Officiellement, il y en a 20. Oui. Mais on sait qu'il y a certains pays qui ont passé des commandes et qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Beaucoup de pays l'ont fait. Et donc, je ne serais pas surpris que... Le Cameroun a fait partie, patient pas fait un homme. Pour l'instant, si les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas savoir. C'est vous, juste la question. Parce qu'on nous a fait croire que le ministre camerounais de la Santé a fait une commande. Ça, c'est l'acte bizarre. Il a été dit qu'ils ont effectivement envoyé quelqu'un où voilà, ils ont mis vous le voyez sur vos ce petits sens-là. écrans. Donc, il va y avoir, ça c'est le soutien dont il a besoin et c'est un soutien actif, c'est un soutien réel. Là, c'est la Guinée-Bissau également, il faut préciser, qui a reçu, qui a également reçu sa commande. C'est le troisième grand soutien. Voilà, troisième grand soutien, qui a également reçu sa commande, on ne va pas l'oublier. Donc, il va y avoir quelque chose. Quelque chose va se passer en Afrique, qu'on le veuille ou pas. Et la demande de l'Union africaine est tellement incongrue, parce que j'étais content tout à l'heure quand Ndom parlait des laboratoires de contrôle. Dans un pays comme le Cameroun, il y a un laboratoire pour ça, l'ANACOM, le laboratoire national de contrôle du médicament. Tous les médicaments vendus dans ce pays passent d'abord par le LANACOM. D'ailleurs, c'est l'ANACOM qui vous donne l'autorisation de mise sur le marché, enfin, qui traite votre dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc, et je crois que la plupart, sinon tous les pays africains, ont de tels laboratoires. Le problème peut se poser parfois en termes d'infrastructures. Est-ce qu'ils ont les équipements suffisants pour tout contrôler? Mais je sais que tous les produits vendus dans un pays comme le Cameroun doivent justifier du satisfecit du LANACOM. Donc, il y a un tel laboratoire. Oui, mais avec quelles normes? Parce que si justement, je parle des normes. Les normes des autres. Qu'est-ce qui prouve justement que ce médicament est bon, il n'est pas bon? Parce qu'il y a quand même des médicaments qui ont tué des gens. Oui. Alors, Europe. allons sur deux choses. Oui. La première chose, c'est qu'un médicament, par définition, c'est un poison. Enfin, un médicament chimique, industriel. Voilà. C'est un poison. C'est pour ça que il faut faire très attention à la posologie. Et c'est pour cette raison qu'il y a différents types de lipides. On appelle ça les listes. Vous avez la liste verte qui peut être achetée par tout le monde, consommée. Il y a très peu de risques en termes d'interaction médicamenteuse, c'est-à-dire l'association avec d'autres médicaments, en termes d'allergie ou en termes d'effets secondaires. Vous avez la liste rouge. La liste rouge, vous ne pouvez l'avoir que sur prescription médicale. Si vous n'avez pas d'ordonnance, on ne vous vend pas ce médicament-là. Donc, le LANACOM est censé s'assurer que tous ces médicaments respectent un certain nombre de normes, respectent les normes internationales, si vous avez les standards internationaux qui sont arrêtés par l'OMS. Parce que ces médicaments-là doivent tous obéir aux normes édictées par l'OMS. Ça, c'est la première chose. Donc, en réalité, en termes de normes, nous n'avons pas de normes personnelles. Il n'y a pas de normes d'un pays pour les médicaments, pour ces médicaments. Je vais vous arrêter un instant, je vais poser une question simple. Il y a souvent des médicaments qui ont été souvent retirés du grand public, mais est-ce que ces médicaments sont également retirés sur le territoire africain? Oui. Alors, pourquoi on retire? La question, déjà, c'est pourquoi on retire un médicament. Parfois, un médicament est dangereux pour la santé. Effectivement, il peut arriver. On n'arrête pas de faire des recherches parce que le médicament a obtenu l'autorisation de mise sur le marché. D'ailleurs, malheureusement, il faut savoir que environ 10 à 20% des médicaments sont mis sur le marché sur la base de pression
et donc pas nécessairement ayant suivi tout le process normal. Donc maintenant, on est d'accord. Non, disons, non, nécessairement. Il faut pas, c'est pas des informations qu'il faut cacher. Voilà. Il faut que les gens sachent que certains médicaments sont mis sur le marché par la pression de la bourse, la pression des lobbies, etc. Et que les études ne sont pas nécessairement achevées. Et même quand un médicament est mis sur le marché, reçoit son autorisation, les recherches ne cessent pas. Parce qu'il y a un suivi. Les médecins, d'ailleurs, ont l'obligation de remonter les informations sur l'utilisation des médicaments. Aujourd'hui, on a par exemple de nouveaux dispositifs, de nouveaux dispositifs dans les médicaments qui permettent de savoir lorsque le médicament est déjà consommé pour la première fois. Ça permet de savoir quand vous l'avez pris, quels sont les effets sur votre corps et à quel moment vous avez arrêté de le prendre. On essaie d'optimiser la sécurité, même si au fond, elle ne sera jamais absolue. Donc, le médicament est retiré sur le marché lorsqu'on constate beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices. Et donc, il va y avoir des effets secondaires et des complications induites qui vont nécessiter qu'on retire le médicament du marché. Quand c'est retiré, en principe, je dis en principe, c'est censé être retiré partout. Le problème qui se passe au niveau international, c'est que lorsque les médicaments sont retirés en Europe, par exemple, ils ne le sont pas nécessairement immédiatement en Afrique, parce que la plupart du temps, ils peuvent être retirés là-bas, et du fait de la corruption de beaucoup de pays en Afrique, ces médicaments, même parfois pendant 10 ans, continuent à être fabriqués et livrés ici. Merci beaucoup, docteur Yam, pour tous ces éclaircissements. Patient Parfait a sûrement quelque chose à dire parce que... Non, j'ai insisté sur cet organisme-là parce que pour moi, écoutez, la question de la santé publique elle est très sensible. Tout à fait. Alors, si vous avez un pays que vous dirigez, il faut mettre quand même un point d'honneur sur la question de la santé publique. Et le médicament est l'un des éléments majeurs, n'est-ce pas, qui contribuent à... Alors, moi, je me pose la question, savoir... On nous dit, par exemple, tu as cité plusieurs listes, mais quand on parle, par exemple, de paracétamol aujourd'hui, je te prends un cas banal, on dit, attention, l'usage abusif de cette affaire-là peut être dangereux pour vos reins. Pour la santé. C'est une précaution, oui. Mais tout le monde sait qu'on vend de paracétamol aussi. Le couscous, hein. Vraiment, n'importe quoi. Parfois, il y a également de paracétamol fait avec le couscous. L'usage abusif du sel, et du sucre, c'est mauvais, c'est vendu partout. Le docteur Raoult a remis à la face du monde quelque chose de très grave. On a retiré en Afrique, oui, n'est-ce pas, ce médicament qui est en fait en jonction avec un autre antibiotique qui permet, dit-il, de soulager ou bien de soigner le Covid-19. Mais vous savez que ce médicament a été retiré en Afrique, ça fait près de 20 ans. Les gens disent non, il ne faut plus l'utiliser. La chloroquine. La chloroquine, les effets secondaires. Sur certains poisons, etc. Mais vous voyez donc un médicament qui a été retiré du marché, mais qui fait le bonheur aujourd'hui. La quinine existe encore, messieurs. Mais c'est cette chloroquine-là. Et l'Aspro. Oui, attends. Ce ne sont que de noms commerciaux. Les molécules existent. Au moment où la France disait Messieurs, on sort de cette émission, il faut le dire en quelques secondes. La France nous disait que c'est très, très dangereux. Oui. L'armée française en a passé une commande à la Chine. Pourquoi on parle de la France? Non, parce que c'est très important pour voir l'interaction entre... l'approche que nous avons souvent. C'est-à-dire que, est-ce que quand la France décide de quelque chose que c'est mauvais, nous aussi on doit dire forcément que c'est mauvais pour nous? C'est là la question. Ça signifie donc qu'il n'y a pas d'organe de contrôle. D'où le caractère réellement autonome de cet institut, qui doit d'abord prendre en compte la réalité locale. En quoi un truc comme l'artémisia qui a été blacklisté, n'oubliez pas qu'il y a des champs d'artémisia qui ont été détruits au Cameroun. Oui, qui ont été détruits au Cameroun. Tout simplement parce que l'OMS et d'autres grandes... Il faut le dire quand même pas la France, c'était pas la France. C'était un truc très, très dangereux, vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, je parle donc de la souveraineté, si vous voulez, excusez-moi le terme, de ces instituts d'homologation qui doivent dire que, ok, vous avez dit que pour vous, c'est pas bon, mais nous on continue de penser, sur la base de nos critères propres, que ce produit
peut être toujours valable pour les nôtres. C'est ça qu'il s'agit. Messieurs, nous sortons en tout cas de cette édition de ce débat en tout cas. Docteur Yam, je vous dis merci d'avoir été dans notre ce matin. Je vous remercie de m'avoir reçu. Voilà. Patient Pafeno, merci également d'avoir été là ce matin. Merci. Père Noah Sadio, je vous dis également merci d'avoir été là. Vous avez fait des efforts d'ailleurs pour être là ce matin. Et sans oublier également que vous êtes voilà, justement, vous êtes en plein jeûne 2 mois de Ramadan. On sait pertinemment que ce n'est pas facile. On espère tout simplement que Allah va vous aider. Souvent ce matin, Paul Michel Azibazi, il est également tradithérapeute et il nous parlera justement de l'artémisia. Eh bien, il est notre expert ce matin. Et bien sûr, il faut le dire également que Dr Yam Timba Dominique reste également avec nous sur ce plateau. Je me tourne justement à Paul Michel Azibazi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Goss. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi que les événements soient enchaînés. Disons-le comme ça, on parle de l'artémisia et on sait pertinemment que vous en faites. Comment est-ce que ça se passe? Oui, en association avec monsieur Kwichu, dont la femme, le docteur Kwichu, a fait des études à l'Université des Montagnes en 2009. Donc des études avec succès sur qui confirment l'efficacité à 99,5% de l'artémisia, c'est-à-dire le traitement du paludisme. Oui, donc c'est grâce à lui que je suis entré dans ce domaine-là. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Donc, vous le dites également, parce que je vous ai eu hier au téléphone, vous me faites savoir que vous avez soigné une personne atteinte du Covid-19. Oui, je dis que ce patient, je ne vais pas donner son nom, mais il travaille dans une importante société pétrolière de la place. Et il est venu, il s'est rapproché de moi quand on lui a dit que c'était efficace et il l'a pris jusqu'à maintenant. Ensuite, il m'a envoyé de nombreuses personnes. En fait, il m'a recommandé à de nombreuses autres personnes. Voilà. Qui sont également atteintes du Covid-19? Non, celle-là, elle est prenne pour en prévention. En prévention. Oui. Maintenant, est-ce que votre médicament, il est curatif, il est préventif? Les deux. Comme vous le savez, l'artémisia est très riche. Je parle très riche en nutriments. Donc, ça fait que ça renforce votre système immunitaire qui vous permet donc de résister à cette maladie-là. Tout en respectant les consignes édictées par le gouvernement pour les matières de prévention. Justement, par les 13 mesures gouvernementales, et ça se passe comment? C'est sous quelle forme? Parce qu'on attendait justement que vous apportiez les produits ce matin pour que nous le montrions justement à nos téléspectateurs. Oui, j'ai apporté 3 fichiers numériques de la semence que vous avez en image. Ensuite, c'est la semence d'artémisia. Ça, c'est la semence d'artémisia. Oui. Ensuite, nos emballages, parce qu'il faut dire qu'il y a de nombreux promoteurs aujourd'hui dans cette activité-là et de nombreux autres Camerounais sont les bienvenus. Donc ça, ce sont nos emballages. Et ensuite, je voudrais qu'on montre aussi la plante. La plante, comment est-ce qu'elle se présente. Oui, ça, c'est l'état naturel de la plante. Oui, donc, et quand cette plante est comme ça à l'état naturel, est-ce qu'on peut la bouillir pour en boire directement? Oui, mais il faut attendre qu'elle soit mature. Et l'indicateur de la maturité de la plante, c'est un bouton floral. Donc, quand le bouton floral apparaît, alors vous comprenez que la plante est mature. C'est-à-dire qu'elle a assez de molécules pour pouvoir prévenir et soigner le paludisme, et notamment le corona dont on parle actuellement. Donc, vous êtes l'une des personnes qui déclare haut et fort que l'artémisia soigne le coronavirus. Oui. Et ce que vous avez donné à vos patients et surtout à ce patient qui est justement... patient-là, oui. Donc, j'ai eu un patient qui s'est approché de moi, qui a eu mon contact, qui m'a dit qu'il souffrait du corona. Ça fait déjà 3 semaines, qu'il a consommé cette tisane. Il se porte bien. Il m'a recommandé de nombreuses autres personnes, oui. Donc vous nous dites carrément que c'est vrai. Docteur Yam Timba, on parle toujours depuis ce matin en tout cas de l'artémisia et surtout du produit Covid Organics qui est justement aujourd'hui commence à être exporté de Madagascar vers les autres pays africains. Ça marche finalement?
Oui, enfin, c'est pas la première fois qu'on reçoive quelqu'un sur ce plateau qui nous parle d'Artemisia. Oui, c'est normal. C'est la star du moment, mais c'est aussi très efficace. C'est vous qui posez les questions sur ce plateau, mais vraiment, j'aurais aimé que vous permettiez de lui demander 2-3 Allez, posez-lui une question. Quand on a un expert devant soi, autant en profiter. Mais quelles sont les précautions que vous avez prises pour vous assurer que, au terme de la prise de votre médicament par ce patient-là, vous aurez l'attestation que effectivement il est de nouveau en bonne santé. D'abord qu'au début il était effectivement malade et qu'après il est effectivement guéri. Vous avez dû prendre certaines précautions. Vous avez documenté cela comment? Bon, j'aurais souhaité l'invitation à participer à cette émission. Je l'ai reçue hier. Sinon, j'aurais souhaité avoir d'entretien avec ce patient-là, parce que vous voyez, depuis je l'appelle patient sans décliner son identité. Non, il faut pas. Voilà, donc ça fait donc que j'affirme cela, puisque après il m'a fait de très très nombreuses recommandations. Donc de très nombreuses personnes sont venues vers moi, m'ont appelé. Est-ce qu'il avait un carnet justement? On veut savoir. Est-ce qu'il avait un carnet? Ses collègues surtout. Non, en fait, le problème que nous avons, parce que vous savez nous autres, les Africains, nous sommes des scientifiques. Oui. Nous disons les choses de façon rigoureuse. Oui. En réalité, ce à quoi je m'attendais, c'est que quand il est venu vers vous, il vous a dit qu'il est atteint de Covid-19. Et qu'il avait un carnet. Donc, il avait un carnet des résultats d'examen qui en attestaient. Oui. Ensuite, vous lui avez donné donc votre Artemisia selon une posologie et vous avez suivi. Vous n'avez pas nécessairement à mesurer la charge virale jour par jour, c'est pas nécessaire. Mais au moins, au bout d'un certain temps, vous avez dû peut-être lui demander peut-être 3 jours ou une semaine ou 9 jours, je ne sais pas combien de temps, ou 14 jours, lui dire, écoutez, allez refaire le test, et peut-être qu'il serait revenu. Ramenez-moi justement avec maintenant un résultat négatif. Bon, c'est cette documentation-là que j'aurais voulu avoir. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai posé cette question. Je vous ai posé cette question parce que, en ce moment, vous le savez, il n'y a aucun médicament homologué par l'OMS. Aucun. Ce qui veut dire que le champ est ouvert. Et nous sommes donc dans un champ qui est un champ d'expérimentation. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a beaucoup de produits qu'on a essayés qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce qui marche? Nous avons la présomption que l'Artemisia marche du fait d'un certain nombre de propriétés biochimiques connues, et du fait de la connaissance de plus en plus approfondie aujourd'hui du virus et de son mode de fonctionnement, de propagation, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir une telle documentation pour s'assurer que, effectivement, cet homme était atteint du Covid-19 et que finalement, il a été guéri. Il a été guéri. Oui. Et à ce moment-là, il faut s'assurer que pendant ce temps, est-ce qu'il a pris autre chose? Est-ce que c'était fait en association avec d'autres choses? Est-ce qu'il prenait d'autres médicaments? Est-ce qu'il n'a pris que de l'Artemisia? C'est quand même ces données-là qui sont utiles. Vous devez savoir que le travail que vous faites, mais c'est un travail qui peut se révéler demain être un coup de génie, être un travail qui va sauver des milliers et des milliers de personnes. Des millions, vous comprenez même de personnes. Donc, c'est-à-dire, moi je vous regarde, j'ai la chair de poule quand vous dites que vous avez guéri quelqu'un. Oui, ben c'est le cas. Parce que, donc, je me dis, mince, est-ce qu'il a la documentation on vous écoute, hein, docteur, on va le laisser parler. C'est lui, je voudrais répondre en disant donc, parce que il faut dire que je suis dans cette activité, ça fait déjà 3 ans. Je parle de la commercialisation des tisanes. Okay. Et vous comprenez que quand vous parvenez à vendre plus de 1000 tisanes, ça fait que vous pouvez vous dire que ceux qui ont consommé ces tisanes-là, c'était pour le traitement du paludisme, donc ils ont trouvé satisfaction et qu'ils vous ont recommandé. Parce que vous savez que le bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire de façon légère comme ça, recommander pour le traitement du paludisme. Un membre de sa famille va acheter la tisane à tel endroit. Donc si elle recommande cette tisane-là, ça voudrait dire qu'il y a une certaine efficacité. Bon, ça c'est pour répondre. Maintenant, pour ce qui concerne la rigueur, je dois faire une parenthèse en rappelant que l'OMS a, dans un premier temps, dit que le virus ne résisterait pas à une température de 21 degrés, je parle de la température ambiante, avant de se raviser et dit que cette température est de 61 degrés. Alors, je voudrais rappeler que l'OMS devrait aussi être rigoureuse envers elle-même, c'est-à-dire qu'on ne donne pas des informations pour, revenir là-dessus. Exactement, c'est grave ça.
Donc voilà, je vais peut-être dans une autre émission m'entretenir, en fait après m'être entretenu avec ce monsieur. Donc on serait même très ravis de l'avoir sur notre plateau, hein, même s'il faut couvrir son visage pour pas que tout le monde ne soit pas justement au courant de son visage. On peut couvrir son visage. Il peut venir sur notre plateau. À visage couvert, on pourra lui poser des questions, personne ne verra son visage à la maison. Donc il y a des techniques pour ça qui ne s'en fassent pas. Donc il m'a dit que, voilà, en me recommandant à ses collègues qu'il y avait eu un cas de décès dans leur entreprise. La personne serait voilà, âgée de 40 ans et qu'il, voilà, on lui a aussi diagnostiqué le Covid-19. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, il se porte bien. Il m'a fait de nombreuses recommandations, comme je vous ai dit. Donc, apparemment, vous restez dans le secret. Il faut, parce que je ne peux malheureusement pas divulguer son identité. Non, il faut pas. Parce que, voilà, je ne me suis pas entretenu avec lui. Donc, même si c'est le cas, les médecins ne divulguent pas l'identité de leurs patients. C'est le secret professionnel. Mais attention, la faute commune ne crée pas le droit. Ne dites pas que parce que l'OMS a mal fait quelque chose, ça vous donne le droit de mal faire autre chose. Non, ne justifiez pas ce que vous n'avez pas fait parce que l'OMS n'a pas fait. La faute commune ne crée pas le droit. C'est pas parce que j'ai coupé les têtes des gens que vous avez le droit de couper les têtes des gens. Ça va de soi. Mais sauf que on est plus rigoureux. C'est-à-dire que on a parlé des solutions de Madagascar. On est c'est-à-dire curieusement plus rigoureux envers nous-mêmes qu'envers les organismes internationaux qui, voilà, présentent des fois, je vais dire, sont des fautes. Parce que vous savez qu'en science, on doit être rigoureux. Arrêtez, ces gens nous intéressent. Parce que nous intéresse, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les Africains, parce que vous êtes devant nous. Vous êtes devant nous, c'est ça qui nous intéresse. Bon, eux, ils ne nous intéressent plus. Forcément, actuellement, on parle de la thémisia. Donc, vous nous faites savoir une chose simple, c'est que jusqu'à preuve du contraire, l'herbe que vous utilisez tous les jours, il faut le dire comme ça, dans votre métier, c'est l'artémisia. L'artémisia, Mais vous nous avez fait savoir qu'à l'état où c'est déjà le bourgeon de fleurs qui est en train de pousser, que là, en ce moment-là, qu'on sait pertinemment que... Oui, quand le bouton floral, le bouton floral apparaît, il apparaît sur un sommet là. Là, on peut comprendre que la plante est mature et qu'on peut la consommer en tisane. Oui. Directement? Oui, bien sûr, parce qu'il faut savoir que ce que nous mettons dans les paquets, ce sont, voilà, c'est les feuilles séchées. Les feuilles séchées, oui. C'est tout. Donc, quand on les déshydrate, on les met ensuite dans les paquets sans rajout de quoi que ce soit. Donc, mais quand elles sont séchées, est-ce qu'elles ne perdent pas justement leur valeur? Non, quand on les déshydrate, elles perdent tout ce qu'elles perdent, c'est de l'eau. Parce que après la déshydratation, les plantes perdent de 70% pour le cas de l'artémisia de leur poids. Et elles peuvent mettre, donc il ne reste plus que 30% que nous écrasons ensuite pour que l'on puisse... Pour en sachet, justement. Oui. Et on le trouve, le produit, on le trouve où? Oui, bon, il faut dire que à cause de la très forte demande, nous sommes en rupture, mais on va reconstituer, parce que je suis en partenariat justement avec M. Kwichu, que je salue. C'est lui dont le champ a été détruit de façon malheureuse à Baganté, dont nous travaillons ensemble. Le champ d'artémisia? Oui, c'est M. Kwichu. Il y a quelques temps. Oui, donc c'est en fait lui quand on parle d'un producteur d'artémisia qui a été victime d'un abus, en fait l'identité du promoteur c'est monsieur Kwichu. Donc je le salue. Nous sommes en train de travailler. On aimerait bien avoir son numéro de téléphone et pourquoi pas l'avoir sur notre plateau de DBS Matin pour lui poser pas mal de questions. C'est justement ça, nous découvrons des talents et nous faisons justement la promotion de pas mal de personnes qui font de l'Afrique un continent, surtout un continent de paix, un continent efficace, un continent fort, un continent puissant. Merci beaucoup monsieur Azébazié d'être là, d'avoir été là des nôtres ce matin. Je vous remercie. On va vous dire bonne route et surtout, prenez soin surtout de nous apporter souvent un carnet de quelqu'un qui était malade du Covid-19 et qui, à la fin, va à l'hôpital et ramène d'autres résultats qui disent qu'il est maintenant négatif. Je vais m'entretenir avec lui et je reviendrai. Il n'y a pas de souci, on l'espère bien. Docteur Yamtima, merci également d'avoir été de nous ce matin. Merci. Madame, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, le désespoir est le compagnon de ceux qui, il faut le dire, méritent une peine ou alors qui sont en train de se demander qu'est-ce qui ne va pas marcher. En tout cas, à demain, si peut-être Dieu. Au revoir.